Ce podcast vous est présenté par Découvre Bitcoin et a été produit grâce au dévouement de nos contributeurs. Alors merci à eux. Pour soutenir notre émission, n'hésitez pas à vous abonner et à nous attribuer une note sur votre application de podcast préférée. Cela nous aide énormément. Vous pouvez aussi nous aider en utilisant une application de podcast 2.0 telle que Breeze ou Fountain pour nous écouter et nous streamer des sats. Sur ce, on vous souhaite une excellente écoute. Salut à tous, bonsoir à tous. Ce qu'il faut comprendre déjà de base, c'est que sur Bitcoin, on utilise des paires de clés cryptographiques pour bloquer les fonds. C'est pas on n'est pas obligé d'utiliser ça. On peut utiliser ce qu'on appelle des transactions non standards, mais de façon générale, on utilise ça, des paires de clés cryptographiques. Et donc, une paire de clés cryptographiques, c'est quoi? C'est une clé publique qui est utilisée pour pour bloquer des bitcoins, pour créer des conditions de dépense sur des UTXO. Et pour remplir ces conditions de dépense et donc dépenser ces bitcoins, on utilise la clé privée qui est associée à la clé publique. Ce qui se passe, c'est qu'une clé privée, c'est simplement un nombre aléatoire. De base, si on prend juste une paire isolée comme ça, une clé privée, c'est un nombre aléatoire. Et la clé publique qui lui correspond, on utilise un calcul déterministe pour déterminer cette clé publique. Donc, en l'occurrence, on utilise les courbes elliptiques sur Bitcoin. C'est de la cryptographie sur les courbes elliptiques. Et l'algorithme qui est utilisé à la base, c'est ECDSA. Et depuis 2021, la mise à jour Taproot, on utilise aussi le protocole de Schnorr. Mais bon, c'est grosso modo pareil en termes de cryptographie. C'est de la cryptographie sur les courbes elliptiques. Donc, le principe, c'est que la clé privée, à partir de la clé publique, on ne peut pas remonter jusqu'à la clé privée. Par contre, à partir de la clé privée, évidemment, on peut calculer la clé publique. Voilà, donc ça, c'est la base. Et sur Bitcoin, on utilise ça pour garder ses fonds, pour les envoyer vers des clés publiques et pour s'échanger l'argent. Donc, il y avait un problème qu'avait identifié déjà Satoshi Nakamoto dans le white paper, dans la partie sur la privacy. C'est que quand on utilise toujours la même paire de clés pour ces bitcoins, il y a un problème de privacy. Parce que forcément, si c'est la même paire de clés, on se doute que c'est la même personne. Voilà. Donc déjà, Satoshi dans le white paper, il nous disait, je vous conseille de dériver une nouvelle paire de clés pour tout nouveau paiement. Il disait, il me semble, pour un pare-feu supplémentaire, vous pouvez dériver une nouvelle paire de clés. Utiliser une nouvelle paire de clés. Le problème, c'est qu'à la base, on n'avait pas tous les portefeuilles HD comme on a maintenant. Du coup, à la base, si on voulait utiliser plusieurs paires de clés sur Bitcoin au début des années 2010, il fallait régénérer un nombre aléatoire pour avoir une nouvelle clé privée, calculer la clé publique correspondante et surtout faire une sauvegarde de cette nouvelle clé privée parce qu'elle n'avait aucun lien entre elles, les différentes clés privées. Et c'est ça les wallets .dat que vous pouvez voir des fois en parlant des vieux wallets Bitcoin Core. En fait, les wallets .dat, c'est des fichiers qui contiennent toutes ces clés privées d'adresses qui n'ont pas été dérivées, quoi, qui n'ont pas de lien entre elles. Il me semble que le nom, c'est JBOK pour ces portefeuilles, c'est-à-dire Just a Bunch of Keys, c'est-à-dire juste un trousseau de clés, c'est-à-dire c'est des clés qui sont indépendantes les unes des autres, qui n'ont rien à voir ensemble. Et par la suite, on s'est dit, c'est quand même embêtant ça pour l'expérience utilisateur de devoir refaire des sauvegardes à chaque nouveau paiement, parce qu'à chaque nouveau paiement, on aimerait bien pouvoir utiliser une nouvelle paire de clés pour la privacy. Donc, c'est quand même embêtant cette histoire. Et donc, c'est là qu'est arrivé le BIP32 qui a introduit les portefeuilles déterministes et hiérarchiques. On dit des fois portefeuille HD. Sur Bitcoin. Et donc, le principe d'un portefeuille HD, c'est que au lieu de refaire un nombre aléatoire pour toutes les nouvelles clés privées que l'on veut dériver, on va toutes les dériver de façon déterministe à partir d'une information unique qui est à la base du portefeuille. Et cette information unique, il suffit de la sauvegarder une fois à la création du portefeuille pour pouvoir sauvegarder toutes les paires de clés que l'on va dériver à partir de cette information par la suite. Et c'est ça un peu la définition de dérivé, quoi. Parce qu'on utilise beaucoup de dérivés, en fait, c'est partir de la même information pour retrouver d'autres sous-clés, d'autres choses, quoi.
Et cette information unique à la base du portefeuille, donc, c'est ce qu'on appelle la graine. Ensuite, est arrivé juste après le. Alors, il me semble que le BIP 32, peut-être que vous savez mieux que moi, mais il me semble que le BIP 32, c'est pas une inspiration de ce que faisait déjà Electrum. Il me semble qu'il y a une histoire comme ça, je ne sais pas si vous savez. Alors, j'ai jamais entendu l'histoire dans ce sens-là, mais c'est possible parce que c'est une époque où je pense Electrum était plus influent qu'aujourd'hui sur la direction que prenait le développement. Mais je crois pas, j'ai jamais entendu les choses dans ce sens-là, hein, mais on peut vérifier rapidement. Ouais, je me rappelle plus, juste dit ça comme ça, mais je me rappelais plus. Et donc est arrivé après le BIP 32, le BIP 39. Et le BIP 39, il est simplement venu ajouter un standard pour faire un encodage de la graine, donc de l'information unique qui est à la base du portefeuille, dans la forme que vous connaissez actuellement, qui est encore utilisée actuellement, c'est-à-dire les 24 mots. Voilà, c'est pour pouvoir la sauvegarder plus facilement, la graine. Alors, si vous voulez, maintenant qu'on a dit ça, on peut commencer à regarder un petit peu les schémas que j'ai mis en commentaire. Si vous écoutez le Space Cake en rediffusion sur les plateformes de podcast, vous pourrez retrouver ces schémas en dessous du tweet du Space sur Twitter. Donc, si vous regardez le premier schéma, on voit ce qui se passe du coup à la base d'un portefeuille HD post-BIP 39. Donc, on voit qu'à la base du portefeuille, on a une entropie. C'est une entropie, ce qu'on appelle entropie, c'est juste un nombre aléatoire en fait. Voilà, il faut qu'il soit suffisamment aléatoire il faut qu'il soit suffisamment aléatoire, comme pour une clé privée classique. Là, j'ai marqué 256 bits, mais ça peut être aussi moins de 256 bits, ou alors ça peut être aussi plus et après être ramené à 256 bits. C'est ce qui se fait beaucoup dans des standards comme le dice roll, par exemple sur les call cards. C'est vous allez donner une entropie qui souvent est plus grande que 256 bits et après cette entropie elle va être ramenée à l'aide d'une fonction de hachage à 256 bits pour qu'elle ait une taille standard. Mais les tailles standards du coup de l'entropie c'est entre 128 bits et 256 bits et c'est pas ce que vous voulez. 256 bits ça va nous donner donc une phrase de 24 mots. La première étape, donc, c'est de générer ce nombre aléatoire. On peut faire ce qu'on veut avec des dés, avec un PRNG, voilà, du moment que c'est suffisamment aléatoire. Cette entropie, on la garde de côté. On va également la passer dans SHA-256, cette entropie. Donc, SHA-256, c'est une fonction de hachage. Ça va nous donner un hash de 256 bits, puisque le résultat de SHA-256, c'est 256 bits. Et on va conserver ces 8 premiers bits du hachage de notre entropie, donc le tout début de notre hachage. Et ça va être notre checksum. Donc la checksum, c'est une somme de contrôle. On va mettre cette somme de contrôle à la fin de notre entropie. Donc là, ce que vous voyez sur le schéma, en fait, on va mettre bout à bout la partie bleue et la partie verte. Et ça va nous donner une phrase mémonique qui, pour le moment, est au format binaire encore. Du coup, notre phrase mémonique, elle fait 256 bits d'entropie plus 8 bits de checksum. Ça nous fait 264 bits au total. Si on avait choisi de faire une phrase de 12 mots, on aurait eu une entropie de 128 bits et une checksum de 4 bits. Voilà. Donc, c'est en fonction de la taille de la phrase que l'on choisit, ça peut varier. Une fois qu'on a cette phrase mémonique qui est au format binaire, on va vouloir la passer dans le format qui est lisible par l'homme, donc l'encoder dans des mots, c'est les mots que vous connaissez, que vous avez notés pour votre portefeuille Bitcoin. Et donc là, ce qu'on va faire, on avait 256 bits qui se suivaient, vous pouvez regarder sur le schéma d'après, et on voit que ces 256 bits-là, l'information orange, elle est divisée en 24 petits paquets, chacun de 11 bits. Voilà. Et à partir de là, chaque 11 bits, ça va nous donner un nombre entre 0 et 2047. Et on va aller chercher parmi la liste de 2048 mots, quel est le mot qui correspond à notre petit paquet qui est en binaire. Là, sur mon schéma, vous pouvez voir qu'en rouge, j'ai mis en valeur la somme de contrôle. Rappelez-vous ce qu'on a dit juste avant, il y a la somme de contrôle, la checksum, qui vient se mettre à la fin de notre entropie. Et bien là, c'est ce que vous voyez en rouge, les 8 bits à la fin. Alors oui, je vous ai pas dit cette somme de contrôle. Une somme de contrôle, c'est juste un tout petit bloc de données qui permet de vérifier un autre plus gros bloc de données. Là, en l'occurrence, c'est utilisé pour renvoyer une erreur si jamais on a fait une petite erreur dans notre phrase. Je vous donne un exemple tout bête. Vous avez votre phrase de récupération.
vous voulez la rentrer sur un portefeuille genre Sparrow pour récupérer votre wallet, vous la rentrez. Eh bien, si c'est pas exactement les bons mots, si vous vous êtes trompé d'une lettre, que vous avez rentré le mauvais mot, normalement votre checksum elle va pas se valider et donc Sparrow il va vous dire attention là c'est pas la bonne phrase. Donc ça vous permet en quelque sorte de voir que vous êtes en train de faire une erreur et pas d'arriver sur un portefeuille qui est vide juste parce que vous êtes un peu trompé. Ensuite, une fois qu'on a notre phrase mnémonique, on continue la dérivation. Là, vous pouvez regarder le schéma en dessous où il y a le gros HMAC SHA-512, pardon. Et donc là, ce qu'on fait pour continuer la dérivation de notre portefeuille HD, on va essayer de calculer la graine à partir de la phrase mnémonique. Alors, c'est vrai qu'à l'oral, la phrase mnémonique, en général, on dit que c'est une seed, mais en fait, dans le bit 32, du coup, à partir du bit 39, la seed, c'est une information qui est différente de la phrase mnémonique. Donc, pour y arriver, on va tout simplement passer notre phrase mnémonique et notre éventuelle passphrase. Rappelez-vous, la passphrase, c'est un mot de passe optionnel que vous pouvez rajouter en plus sur votre portefeuille. Si jamais vous n'avez pas de passphrase, en fait, là, ce qu'on met dans le HMAC SHA-512, c'est juste vide. Et on passe tout ça dans HMAC SHA-512, donc dans PBKDF2. Donc, c'est ce que vous voyez sur la droite. Là, il y a noté PBKDF2, ça veut dire Password Based Key Derivation Function 2. Sur PBKDF2, les paramètres, c'est 2048 tours et on utilise la fonction HMAC SHA-512 du coup. Donc, ça veut dire qu'on va passer 2048 fois dans cette fonction. La sortie, ça va être une sortie de 512 bits parce qu'on utilise un HMAC SHA-512 dans cette fonction de dérivation. Et donc, ces 512 bits, ça va être notre graine. C'est ce que vous voyez en bleu sur le schéma. Est-ce que tout le monde suit ou je ne me rends pas compte? Est-ce que c'est facile de suivre ou est-ce que ça va? Ça va pour Moi, l'instant. oui. Ça va? Ok, super. Voilà, on continue la dérivation sur le schéma juste en dessous. Donc là, on a notre graine de 512 bits, vous pouvez la voir, c'est l'entrée numéro 1. Et ensuite, on va avoir en entrée numéro 2 un autre truc. Alors là, c'est juste Bitcoin Seed, entre guillemets, ça veut dire qu'il y a marqué Bitcoin Seed, littéralement, que l'on va mettre dans cette fonction. Pourquoi on fait ça? Alors, ce que j'avais lu, c'était, peut-être que Panta, tu auras plus d'explications là-dessus. Ce que j'avais lu, c'était parce qu'il fallait forcément mettre quelque chose là dans ce truc, dans cette deuxième entrée, et qu'on savait pas quoi mettre et qu'on s'est dit, tiens, autant différencier les portefeuilles Bitcoin pour pas utiliser des vieux HMAC SHA-512. Et donc, du coup, on va imposer en entrée numéro 2 que tout le monde écrive Bitcoin Seed. Du coup, c'est ce qui se fait techniquement dans votre portefeuille. Donc, en gros, on prend notre graine en entrée 1, on prend notre citation Bitcoin Seed en entrée 2, on passe tout ça dans un HMAC SHA-512. Ça nous donne un output de 512 bits, c'est ce que vous voyez en dessous, c'est la sortie de la fonction HMAC SHA-512. Et là, ce qu'on va faire pour continuer la dérivation, on va prendre les 256 bits de gauche. Alors, il me semble qu'il y a un parse à un moment. Je ne me rappelle plus exactement où c'est. Mais grosso modo, c'est ça. On a les 256 bits de gauche qui vont être ce que l'on appelle la clé privée maîtresse, Master Private Key. Et les 256 bits de droite qui vont être notre code de chaîne maître. Voilà. Donc, la clé privée maîtresse, c'est pas forcément quelque chose que vous connaissez puisque vous n'avez pas le manier en tant qu'utilisateur plus que ça. Ce que vous pouvez manier parfois, on vous donne l'empreinte de cette clé maîtresse. Vous le voyez notamment dans Sparrow, quand vous allez dans les paramètres, vous avez Master Fingerprint, je pense que ça doit s'appeler. Ben ça, en fait, c'est tout simplement l'empreinte. Pardon? Ouais, juste pour dire, en fait, l'empreinte dont tu parles, c'est la clé publique de cette clé privée, en fait. D'accord. C'est la clé. En fait, l'empreinte que tu vois dans Sparrow, c'est un hash troncaturé de la clé publique maîtresse étendue, du coup. Voilà. Enfin, Ah bon? bref. Ouais. Ok. Alors, il me semblait qu'on faisait toujours des. Il me semblait que c'était juste un H160 de la clé privée maîtresse directement. Mais ok. Ça me surprendrait qu'on mette le hash d'une clé privée dans un truc qui vise principalement à identifier que c'est bien le même portefeuille au-dessus. Donc pour moi, c'est vraiment
Ça s'appelait XFP pendant une période et pour moi, ça a toujours été la Xpub qu'on hachait et qu'on prenait les premiers bits du hash et voilà. Et ça faisait la fingerprint. Mais bon, je me trompe peut-être, hein, mais pour moi, c'était ça. Et le but, c'est juste d'identifier que c'est qu'un appareil qui a une seed match la dérivation, toutes les dérivations qui vont suivre, puisque de toute façon, c'est la même clé publique maîtresse tout en haut, quoi, il me semble. Et ça, justement, c'est très important d'en faire une sauvegarde de cette empreinte de la clé maîtresse. Si, par exemple, vous avez une passphrase, parce que sur la passphrase, il n'y a pas de checksum. Vous savez, la passphrase, c'est un mot de passe libre, vous pouvez le déterminer librement. Et la moindre toute petite erreur sur votre passphrase, ben, votre portefeuille il ne va pas vous signaler qu'il y a eu cette petite erreur, puisque vous n'avez pas de checksum sur la passphrase. Et il va vous dériver automatiquement le portefeuille. Et en fait, vous allez arriver sur un portefeuille qui est vide, qui ne correspond pas au vôtre, si jamais vous avez fait la moindre toute petite erreur. Et donc, c'est pour ça que c'est bien de vérifier quand vous faites une récupération, c'est bien de sauvegarder l'empreinte de la clé privée maîtresse, surtout si vous avez une passphrase. Et c'est comme ça, vous pouvez le vérifier avant de dériver tout votre portefeuille. Ça peut vous éviter de vous faire des sueurs froides. Alors, je ne me rappelle plus où j'en étais. Sur la dérivation, ouais, on était du coup clé privée maîtresse, code de chaîne maître. Alors ça, c'est pareil, le code de chaîne, les codes de chaîne, vous ne connaissez pas si vous êtes juste un utilisateur d'un portefeuille Bitcoin parce qu'on n'en parle pas. On dit toujours qu'il y a des paires de clés cryptographiques, qu'il y a une clé publique, une clé privée. En réalité, il y a également à chaque fois, dans les portefeuilles HD Bitcoin BIP32, il y a à chaque fois un code de chaîne qui est associé à chaque paire de clés. Et ce code de chaîne, en fait, il est utilisé pour, alors il me semble, si je dis pas de bêtises, pour ajouter une forme d'entropie dans la dérivation des paires de clés enfants. Ça, on va le voir après, comment ça se fait, ces dérivations de paires de clés enfants. Mais vous allez voir, on va utiliser à chaque fois le code de chaîne en plus d'une des clés parentes. Alors ensuite, si on regarde les schémas en dessous, là j'en avais mis 4. Alors c'est quoi ça? Ah oui, justement, là je vous expliquais sur le schéma où vous voyez code de chaîne, ECDSA, clé privée, clé publique, avec les petites bulles. Sur celui-ci, je vous explique donc la différence entre une clé normale et ce qu'on appelle une clé étendue. Panta a commencé à en parler. Une clé étendue que vous connaissez sûrement sous le nom de Xpub, Zpub, Ypub, ou alors également côté privé XPRV, ZPRV, etc. En fait, une clé étendue, c'est simplement la concaténation d'une clé, soit privée, soit publique, et de son code de chaîne correspondant. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour chaque paire de clés, vous avez public, privé et code de chaîne. Vous avez 3 éléments. Et donc, une clé étendue, c'est juste, par exemple, clé privée étendue X, là, vous la voyez en bas à gauche. On va concaténer, c'est-à-dire mettre bout à bout une clé privée et son code de chaîne. Et une clé publique étendue, on va mettre bout à bout une clé publique et son code de chaîne. Ça va nous être utile tout à l'heure dans la dérivation de clé fille, parce qu'on va avoir besoin du code de chaîne en plus de la clé. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bon, en réalité, c'est pas juste ça qui est mis bout à bout. En réalité, il y a pas mal de métadonnées qui sont mises en plus dans les clés étendues. Vous avez évidemment le préfixe que vous connaissez, Xpub par exemple, c'est le préfixe. Après, vous avez il y a l'empreinte de la clé parent, il y a même une checksum sur les clés étendues, il y a aussi la profondeur à laquelle est la clé étendue. Bon, bref, il y a plusieurs métadonnées qui sont mises en plus de ces informations qui forment la charge utile de la clé étendue. Ensuite, je vous avais mis, je vous avais mis un petit arbre juste pour vous expliquer, voilà. Je ne sais pas si vous y êtes, du coup c'est compliqué de savoir où c'est que vous en êtes, comme vous ne voyez pas mon écran. Après, j'avais mis des rectangles, là, vous voyez des clés, des chaînes. Donc, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Chaque fois qu'on va dériver, à chaque étage, on va avoir donc une nouvelle paire de clés avec un nouveau code de chaîne qui correspond à cette paire de clés. Donc, on part de tout en haut. On voit qu'en haut, on a une paire de clés avec son code de chaîne. Ça, on pourrait dire que c'est en quelque sorte le code de chaîne maître. Bon, la clé privée maîtresse, pardon, mais on va y revenir après. Et après, on va dériver des clés enfants et on va continuer ainsi de suite.
C'est pour ça qu'on parle de dérivation déterministe hiérarchique sur les portefeuilles HD. Parce que déterministe, parce que c'est ce qu'a dit Lounès au début, on part d'une information unique qui va nous permettre de redériver les mêmes informations, de recalculer les mêmes informations exactement. Et hiérarchique, parce qu'il existe une hiérarchie dans les paires de clés. Vous avez des clés qui sont tout en haut, comme la clé maîtresse. Ensuite, vous dérivez des étages en dessous, des profondeurs en dessous, des profondeurs en dessous, etc., etc. Donc, il y a une hiérarchie entre les paires de clés. On va y revenir un peu plus aussi tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Vous vouliez ajouter quelque chose? Ouais, une petite question. En gros, enfin, donc là, cet arbre sur les wallets, c'est, enfin, pour résumer, enfin, pour faire vraiment très très simple, c'est ce qu'on voit parfois, c'est 4400, 44001. En fait, c'est ça. Enfin, c'est plus. Voilà, c'est ça. J'en parle. Après, il y a un schéma plus détaillé sur les chemins de dérivation. Là, c'était juste pour expliquer de base, l'idée, c'est de partir voilà, d'une paire de clés avec un code de chaîne tout en haut, et après de dériver plusieurs profondeurs comme ça. Les enfants, ils pourront dériver des petits-enfants, les petits-enfants, ils pourront redériver encore en dessous une autre profondeur, etc., etc. Et effectivement, c'est ça. Alors, ouais, après, je vous avais mis un schéma sur, bon, juste pour dire que les clés publiques étendues, ça permettait de dériver des clés publiques, ça permettait uniquement de dériver des clés publiques en fond normal. Donc ça, vous le savez sûrement déjà. Par exemple, quand vous faites un portefeuille watch only, vous donnez la XPub d'un de vos comptes sur votre portefeuille, et ce portefeuille dit watch only n'aura accès qu'à la XPub, donc il ne pourra dériver que des clés publiques, et donc il pourra seulement observer les fonds, mais il ne pourra pas les dépenser. Voilà. Il y en a certains qui font ça. Par exemple, si vous avez un hardware wallet, je dis une bêtise, Ledger, vous mettez vos bitcoins dessus, bah, vous pouvez aussi mettre un portefeuille watch only sur votre téléphone pour pouvoir suivre un petit peu ce qui se passe sur votre portefeuille sans avoir à brancher votre Ledger à chaque fois. Et donc, en dessous, la clé privée étendue, ça permet de dériver n'importe quoi. Ça permet de dériver à la fois n'importe quelle clé enfant, à la fois des clés publiques et des clés privées, et des clés endurcies et normales. Alors, endurcies et normales, on y vient après, ne vous inquiétez pas. Ensuite, là, on revient sur le prochain schéma. Donc, c'est... je suis où? Je suis sur le 4e schéma là, de ce tweet. Je ne sais pas, vous êtes dessus. C'est là où il y a marqué entrée 1, entrée 2. Et après, il y a un hashmac. Et en bas, il y a condensat. Donc là, maintenant, on va voir comment est-ce que l'on passe d'une paire de clés par an à des paires de clés enfants. Parce qu'on l'a vu, notre portefeuille déterministe hiérarchique, c'est que ça. Une fois qu'on a notre clé maîtresse, c'est des dérivations de paires de clés par an vers des dérivations vers des paires de clés enfants. Donc là, on voit le principe de base, qui n'est pas détaillé. On prend donc la clé bleue, c'est la clé privée, la clé verte, c'est la clé publique. Donc on prend soit une clé privée, soit une clé publique, au choix. Donc évidemment, ça ne va pas nous donner la même chose en sortie. On concatène ce que l'on appelle un index. Alors cet index, c'est quand on a une paire de clés qui est par an, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir dériver plusieurs paires de clés enfants. Le problème, c'est que comme c'est un calcul déterministe, si on fait exactement le même calcul à chaque fois, ben on va tomber sur la même clé. Du coup, on n'aura pas plusieurs clés sœurs au même étage. Ce que l'on fait quand on dérive, on rajoute ce qu'on appelle un index, c'est juste un numéro qui va nous permettre d'avoir des clés différentes en sortie, donc d'avoir la clé enfant numéro 1, la clé enfant numéro 2, la clé enfant numéro 3. Ce seront que des paires de clés qui sont sœurs, qui sont au même étage, à la même profondeur, mais qui sont différentes. Voilà. Donc à partir d'une seule paire de clés par an, on va pouvoir dériver une quasi-infinité de paires de clés enfants qui seront sœurs, ou paires de clés filles, vous appelez ça comme vous voulez. Donc ça, on voit que c'est notre première entrée quand on va dériver des paires de clés sur un portefeuille BIP32. Première entrée, on concatène une clé, soit publique, soit privée, et un index. Donc index 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et en entrée 2, vous voyez là le petit truc rouge, c'est notre code de chaîne qui est associé à la paire de clés qui est en entrée, à la clé qui est utilisée en entrée 1. Et donc, on a forcément besoin de ce code de chaîne pour pouvoir faire la dérivation. On passe tout ça dans la fonction hashmac SHA-512. Et en sortie, ça nous donne un condensat, un hash de 512 bits. Ensuite, on continue sur le tweet en dessous. Là, vous avez le processus qui est plus détaillé. Alors mince, c'est pas dans l'ordre.
S'il y a des questions, surtout n'hésitez pas à interrompre. Hein. Ouais, parce que Des je fois, ça peut débite, pas être mais je sais évident pas à si c'est suivre avec les compréhensible ou schémas, pas. tout ça, mais surtout n'hésitez pas. Ouais. Surtout, je sais pas si les gens ils arrivent à suivre sur les schémas. Je sais pas si ça où on en est. Vous savez où on en est? Oui. Oui, il y a des pouces. On est Il y en a qui suivent. HPAC 512 condensa de 512 bits de 500. Voilà. Et Alors, en vrai, prochain coup, Loïc, ça peut être intéressant de mettre un numéro à chaque réponse, ouais, c'est plus simple. ouais. Là, j'ai tout balancé comme ça. Ouais, je pensais pas qu'il y en avait autant. Du coup, là, vous êtes sur le premier schéma du tweet suivant. Vous voyez là avec le petit tiré au milieu là qui sépare les deux schémas et en bas il y a marqué ECDSA là au milieu. Celui-là, vous le passez. Vous passez à celui qui est juste après, où on voit marqué entrée 1, entrée 2, index, et en bas vous avez des H, enfant, tout ça, avec des clés vertes. Alors là, on a un schéma d'une dérivation à partir d'une clé publique étendue. Donc par exemple à partir d'une Xpub. C'est la clé que vous voyez tout en haut, là, la clé verte, il y a marqué clé parent, PAR. Donc ça, on va dire que c'est une clé publique parent, et on veut pouvoir, à partir de cette Xpub, dériver des clés publiques enfants. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre la clé publique seule, pas la clé publique étendue, c'est-à-dire juste la clé sans son code de chaîne. On va la concaténer avec un index. Ici, j'ai mis l'index 1, donc ça serait la première clé enfant qui serait dérivée avec cet index. On les met bout à bout, ça nous fait notre première entrée. La deuxième entrée, entrée numéro 2, on voit que c'est en rouge là, le code de chaîne parent. Donc ça, c'est le code de chaîne qui est associé à la clé publique verte parent qui est dans l'entrée numéro 1. Voilà. Et ça, c'est notre entrée numéro 2. On passe tout ça dans HMAC SHA-512. Ça nous donne un condensat de 512 bits, donc une sortie de 512 bits. Cette sortie, on va la couper en deux. Les bits de droite, c'est ce que vous voyez à droite, eh bien, ça va être notre code de chaîne enfant. Vous vous souvenez, code de chaîne, on a dit il y en a un pour chaque paire de clés. Eh bien là, c'est celui pour la paire de clés, pour la clé publique en tout cas, qu'on est en train de dériver. Ça va être notre nouveau code de chaîne enfant que vous voyez en rouge en bas à droite. Et les bits de gauche du condensat, c'est-à-dire les premiers bits du condensat, ça va être H1 qui est utilisé pour dériver avec ECDSA, donc sur les courbes elliptiques, un point qui sera H majuscule 1, que vous voyez en dessous, en rose. Et ce H majuscule 1, on va, alors je ne me rappelle plus exactement ce que c'est l'opération ici, c'est évidemment pas un plus. Si, c'est ça, c'est une addition si, sur le groupe des courbes de points, des points de la courbe elliptique. Donc c'est l'addition des points avec la méthode classique de la tangente et séquente. Je sais pas si ouais, c'est ça. Ouais. Ok. C'est une vraie addition qui a des vraies propriétés d'addition, qui ressemble beaucoup à une addition et qui se comporte quasiment pareil. C'est juste que c'est pas des nombres qu'on additionne, c'est des points. Ok. Merci. De rien. Donc on additionne. Là, ce que vous voyez, c'est à gauche, c'est de nouveau la clé parent, donc notre clé publique que l'on avait au début, qui était à l'intérieur de notre Xpub. Et donc là, on va l'additionner avec notre H majuscule 1, qui lui-même est calculé à partir des 256 bits de gauche de notre condensat que vous voyez au-dessus. Et le résultat de cette addition, ça nous donne notre clé publique en fond. Ensuite, avec l'index 1 du coup. Et là, si on veut redériver une deuxième clé publique enfant, on a juste à changer l'index en haut, là, ce que vous voyez en orange tout en haut, vous mettez index 2, et là, ça va nous dériver une clé publique différente qui sera à la même profondeur de dérivation, et qui sera la clé enfant avec l'index numéro 2. Voilà. On peut faire ça presque jusqu'à l'infini. Ensuite, si on passe au schéma d'après, là, je vous montre comment... là, c'est la dérivation d'une clé privée, cette fois-ci. Donc, une clé privée enfant, c'est ce que l'on veut en sortie. Évidemment, en entrée, on va avoir besoin d'une clé privée parent, puisqu'à partir d'une clé publique parent, on ne peut pas dériver de clé privée enfant. C'est grâce à ce principe, notamment, que juste la Xpub, ça donne aucune information sur vos clés privées, ça ne permet pas de dépenser vos bitcoins.
Donc là, en entrée 1, on voit que c'est à peu près le même principe. On a la clé privée parent en bleu tout en haut, que l'on concatène avec l'index que l'on veut pour notre enfant. Donc par exemple, l'index numéro 1. En entrée 2, on a de nouveau notre fameux code de chaîne qui correspond à la clé privée qui est sur la gauche. On passe tout ça dans HMAC SHA-512. Ça nous donne un condensat, on le sépare en deux, on le coupe au milieu. Les 256 bits de droite, c'est-à-dire les derniers 256 bits du condensat, ça va nous donner notre code de chaîne enfant, une nouvelle fois, comme tout à l'heure. Et là, les 256 bits de gauche, ça nous donne H1. Et alors là, il y a une histoire de parse à un moment, je ne me rappelle plus où il est exactement. En fait, c'est juste que tu l'interprètes comme un entier. Ok. Tu interprètes H1, du coup, en fait, quand tu parles de séparer les bits en les bits de gauche, les bits de droite, ça fait un peu chaîne de caractères qu'on coupe en deux, on considère un mot et un autre. Et là, c'est comme si tu transformais la chaîne de caractères, qui est en fait des bits, en littéralement un nombre. Tu le réinterprètes simplement comme un nombre. Je sais pas si ça te parle là ce que je dis, mais c'est vraiment ça. C'est juste la suite de 0 et de 1 qu'on a calculé et qu'on a isolé là. Bah maintenant, ça devient un nombre. À la place d'être juste une suite de 0 et de 1 un peu random, maintenant on l'interprète comme un entier. Et du coup, bah, on peut interpréter un entier comme une clé privée, en fait. Je sais pas si ça parle aux gens, là. Oui, c'est Et l'histoire du parse. ouais, en fait, c'est juste que, en fait, dans le cas de la courbe elliptique de Bitcoin, tous les entiers de 256 bits sont pas forcément des entiers hyper valides pour la courbe elliptique en termes de clés privées, on va dire. Donc il y a quelques exceptions pour les nombres très très proches du maximum, donc de 2 puissance 256 moins 1. Il faut ramener les nombres à 0 parce qu'il il y a un maximum sur la courbe elliptique qui est de un peu moins de 2 puissance 256. Bref, et c'est juste de l'arithmétique modulaire, hein, donc c'est juste que bah, nos nombres, il y en a 2 puissance 256 sur une horloge, entre guillemets. Sauf que, en fait, l'horloge, elle n'a pas 2 puissance 256 nombres sur le cadran. Elle en a un poil moins. Donc, il y en a quelques-uns qui rebouclent sur les tout premiers. Donc, il faut juste transformer ça et c'est bon. Mais de toute façon, ça pose pas de problème en termes d'arithmétique, hein. C'est une addition normale. C'est juste qu'elle est faite modulo 2 puissance 256 moins à peu près 2 puissance 32, en gros. Bon, après, c'est du détail. Mais globalement, ce qu'il faut se dire, c'est juste on prend la suite de 0 et de 1 et on dit que c'est l'écriture d'un nombre en binaire. Donc, genre, par exemple, 1, 0 en binaire, c'est 2, quoi. Donc, c'est le nombre 2. Bon, bah là, voilà, on va avoir 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, un truc comme ça. Et on va dire, bon, bah ça, en binaire, c'est égal à tel nombre. Et on va juste dire, c'est un nombre maintenant, ce machin. Je sais pas si. Enfin, c'est vraiment juste ça. Et on va faire une addition normale, comme avec des nombres classiques, sauf que c'est une addition où on fait reboucler les nombres à peu près 2 puissance 256, on refait boucler les nombres à 0. Ce qu'on appelle de l'arithmétique modulaire. Voilà, je vais pas m'étaler plus là-dessus parce que sinon on part sur un sujet. Ouais, j'étais en train de regarder. Mais en gros, pour Oui, ce expliquer que tu me parles en fait, oui, c'est le modulo n qui est à la fin. ouais, Et il y a un moi, modulo n et n, il est à peu près égal à 2 puissance 256. En fait, c'est 2 oui, puissance 256 moins 2 puissance 32 moins quelques ouais, ouais, trucs. Et ouais. peut-être même que c'est pas ça parce qu'en fait, c'est l'ordre du groupe des points de la courbe elliptique et Hmm. c'est genre 2 puissance 256 moins quelque chose de l'ordre de 2 puissance 128, je pense. Un truc comme ça. Je suis pas hyper Oui, sûr de moi là. parce que ce que tu me disais tout à l'heure, c'était ce qu'on appelle P là. Il y en a deux différents. Bon, bref, je me rappelle plus, c'est les courbes elliptiques. Mais il y a Ouais, aussi en plus il y là a dans les l'addition calculs. sur les courbes elliptiques, il y a l'addition des points sur la courbe elliptique. Ça, c'est, Oui, je prends 2 points sur la courbe elliptique, je trace la droite des points et j'intersecte la courbe elliptique en un troisième oui, point et je oui, prends oui, le symétrique, c'est l'addition sur la courbe elliptique. Et il y a derrière des nombres normaux
qu'on transforme en point sur la courbe elliptique simplement en additionnant le générateur de la courbe elliptique autant de fois que le nombre en question. Oui. Et du coup, là, en fait, ce qui se passe dans le dessin que tu es en train de montrer, c'est qu'en fait, les clés privées, ce sont des nombres normaux. Les clés publiques, ce sont des points sur la courbe elliptique. Donc, on peut additionner des clés privées, on peut additionner des points sur la courbe. C'est pas la même addition entre les deux, mais quand on passe d'une clé privée à un point à la clé publique, c'est-à-dire un point sur la courbe elliptique, il y a une compatibilité entre les deux opérations. Ce qu'on pourrait appeler une genre de linéarité. En mathématiques, on appellera ça un morphisme de groupe. Voilà, mais il y a une compatibilité entre ces deux opérations. Et c'est vraiment ce qui fait qu'on peut faire de la cryptographie dessus, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment fondamental comme notion. Et là, c'est juste que avant, quand on voulait faire de la dérivation de clés publiques à partir de la Xpub, on trouvait un point, on prenait la clé publique précédente et on lui trouvait un nouveau point avec laquelle on va l'additionner et ça donne un nouveau point sur la courbe qui est une clé publique. Et là, c'est une addition de points sur la courbe elliptique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, l'opération que tu es en train de faire avec des clés privées à la place, tu vas faire une addition sur l'espace des clés privées, qui est donc juste un espace de nombres normaux. Et la compatibilité entre les deux opérations fait que quand tu vas prendre la clé publique du résultat, tu obtiendras bien le même résultat que la clé publique qui a été calculée uniquement à partir de la Xpub. Donc directement avec le point. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que cette compatibilité, ça me permet de savoir à l'avance quelles sont les clés publiques pour lesquelles la personne que je veux payer a la clé privée quelque part. Pour les dérivations normales. Pour les dérivations depuis une Xpub. Oui, on est d'accord. Et donc ça, c'est ce que je montre dans le premier schéma, si vous voulez regarder ce que vient d'expliquer Panta. Donc si vous revenez au tout premier schéma que je vous avais dit de passer, là où il y avait les petits pointillés, donc là on est toujours sur le même tweet avec les 4 schémas, mais le premier des 4 schémas. Vous avez 2 dérivations côte à côte là que je vous ai mises. Et justement, c'est ce qui était en train d'expliquer Panta. C'est faut peut-être d'abord différencier les dérivations normales, dérivations renforcées, mais bon, ça c'est encore. Ouais, c'est un point subtil. Ouais. Ok. Bon, je le fais si tu veux. Alors juste, le tout premier truc que je vous ai montré, vous vous souvenez là avec la clé verte. La clé parent, là, il y avait une clé publique, on dérive à partir de la Xpub et on arrive à une clé publique enfant. Alors ça, c'est une dérivation dite normale. Pourquoi? Parce qu'on commence la dérivation à partir d'une clé publique parent. La deuxième dérivation que je vous avais montrée avec la clé bleue, où on mettait directement la clé privée dans l'entrée du HMAC, ça, c'est une dérivation renforcée. Pourquoi renforcée? Parce qu'on fait la dérivation directement à partir de la clé privée parent. Donc, c'est très simple à comprendre. Dérivation renforcée, on dérive à partir de la clé privée parent. Et dérivation normale, on dérive à partir de la clé publique parent. Donc, ce qui veut dire que si vous revenez au tout premier schéma, là, je vous montrais justement la correspondance dans une dérivation normale. Donc, on voit que d'un côté, on a la connaissance de la clé privée parent. De l'autre côté, on n'a pas la connaissance de la clé privée parent. On prend la clé publique qui correspond, donc la clé publique parent verte, tout en haut, au niveau de entrée 1. On lui concatène l'index. Voilà, on fait notre dérivation, comme je vous ai dit, avec le HMAC. À la fin, ça nous donne à droite notre code de chaîne enfant. Et à gauche, on voit que ça nous donne le fameux H minuscule 1. Et donc là, en fonction de ce que l'on souhaite dériver, si on souhaite dériver une clé enfant ou une clé privée enfant ou une clé publique enfant, et surtout en fonction de l'information que l'on a à la base, on va pouvoir choisir ce que l'on veut dériver. Donc vous voyez que sur le schéma de gauche, à partir du H1, donc on va additionner la clé privée parent, ça va nous donner une clé privée enfant. Et donc ça, c'est une dérivation de clé privée enfant en dérivation dite normale. Et sur le schéma de droite, le H1, on l'interprète, on lui trouve son point sur la courbe elliptique, ça nous donne H majuscule 1. On l'additionne à la clé publique parent, et là, ça nous donne la clé publique enfant avec l'index 1 en dérivation normale.
Et donc, c'est ce que disait Panta. En bas, vous avez, juste en dessous, là, vous voyez qu'il y a marqué ECDSA. On voit qu'il y a une correspondance entre les deux clés, c'est-à-dire que notre clé privée enfant que l'on a calculée à gauche, avec l'index 1, c'est bien la clé privée qui permet de débloquer la clé publique enfant verte que vous voyez à droite. Voilà. Donc ça, c'est la correspondance. Grosso modo, c'est pour dire que vous dériviez, quand vous faites une dérivation normale, que vous dériviez à partir de la clé privée parent ou à partir de la clé publique parent, vous allez tomber sur des informations qui correspondent à la base. Donc c'est pour ça que vous pouvez observer votre portefeuille à partir de la Xpub. Voilà, donc grosso modo, si je résume un petit peu ce qu'il faut retenir là pour la dérivation. Donc déjà, il faut retenir qu'il y a deux types de dérivation. Il y a soit la dérivation normale, soit la dérivation renforcée. La dérivation normale, c'est quand on dérive à partir d'une clé parent publique. La dérivation renforcée, c'est quand on dérive à partir d'une clé privée parent. Et donc voilà, on utilise un HMAC pour faire cette dérivation. Et ensuite, grâce aux propriétés des courbes elliptiques, on va retomber sur nos pattes. Ensuite, sur le dernier schéma de ce tweet, vous voyez qu'on a enfin notre arbre de dérivation là avec les chemins de dérivation. C'est ce qu'a évoqué tout à l'heure Cryptomancien rapidement. Et donc là, on commence à comprendre un peu mieux ce qui se passe. Ce que vous voyez tout en haut là. Donc ça en fait, c'est la vue d'un portefeuille HD en schéma, ce schéma. Donc ce que vous voyez tout en haut, c'est la clé maîtresse dont je vous ai parlé au début tout à l'heure. Tout en haut, là, vous voyez, il y a la profondeur clé maîtresse. Ça, c'est la profondeur, c'est la toute première profondeur, la profondeur 0 du portefeuille. Et cette clé maîtresse, dans un chemin de dérivation, on va la noter M, tout simplement, pour maîtresse. La première dérivation à partir de cette clé privée maîtresse, donc on fait une dérivation comme on vient de voir, là, avec le HMAC et compagnie, ça va nous donner une paire de clés. Cette première paire de clés qui est dérivée dans notre portefeuille HD, c'est ce qu'on appelle l'objectif. Donc, cette première profondeur, on va juste l'utiliser pour déterminer quel standard on utilise. Est-ce qu'on utilise un standard Segwit, V0, V1? Est-ce qu'on utilise un standard Legacy? Et donc, là, vous voyez qu'il y a marqué M84. Le 84 ici de notre chemin de dérivation, c'est simplement notre index. Vous vous rappelez, avant, dans notre schéma, dans le HMAC, dans la première entrée du HMAC, on mettait un index. Je vous dis, c'est le numéro, c'est soit la première clé, la deuxième clé, troisième clé, etc. Et bien là, on voit que c'est l'index numéro 84 apostrophe. Et donc, l'apostrophe, c'est justement ce qui nous permet de signifier sur un chemin de dérivation que l'on doit effectuer une dérivation renforcée. Voilà. Quand vous voyez une apostrophe sur un chemin de dérivation, ça veut dire que c'est une dérivation renforcée. Quand vous voyez qu'il n'y a pas d'apostrophe, ça veut dire que c'est une dérivation normale qui a été effectuée. Niveau notation, des fois, l'apostrophe, elle peut être remplacée par un H pour information. Parce que, renforcé en anglais, ça se dit hardened ou un truc comme ça. Je le prononce très mal. Mais non, c'est très bien, j'aurais dit pareil. Voilà, le hardened avec un H au début, comme hard, comme dur. Et donc, des fois, on met H parce qu'en fait, sinon, en informatique, c'est hyper chiant de gérer l'apostrophe parce que l'apostrophe, elle est interprétée comme une quote pour un début de chaîne de caractères. Et du coup, des fois, ça emmerde énormément. Donc, ils ont ajouté la possibilité de mettre des H à la place de mettre des apostrophes. Donc, si jamais vous voyez H, oui, c'est vraiment pénible sinon. Donc, si vous voyez H, c'est normal. Si vous voyez une apostrophe, c'est la même chose que le H. Voilà. Alors, ce qui est embêtant, c'est ceux qui nous mettent des H à la place des apostrophes. Le BIP 32, il dit que c'est un apostrophe, donc mettons des apostrophes. Les H, c'est énervant. Et à chaque fois, là, parce que c'est ça sur Spectre, là. Alors, des fois, il y en a qui m'envoient des messages, je comprends pas, il y a des H au milieu du chemin de dérivation, c'est quoi? Mais je vois que t'es pas dev, Loïc, quand même, hein, parce que là-dessus, je suis d'accord avec Pantamis. Les single quotes, ça peut être méga relou. Ah ben, ça, après, c'est le souci du dev du portefeuille. Mais l'utilisateur, ça fait grosse confusion entre l'apostrophe et le H. Oui, ça, c'est clair qu'au niveau UX, au niveau UX, c'est pas terrible, mais vraiment au niveau du dev, c'est vraiment terrible de devoir utiliser les apostrophes. Vraiment, c'est vraiment très, très pénible. En fait, un truc aussi qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'apostrophe, en fait, à la fin, elle n'est pas traduite, elle est traduite comme un nombre, en fait.
En fait, l'apostrophe, c'est pour dire s'il faut additionner ou pas 2 puissance 31 au nombre en question. Voilà, parce que dans le standard, en fait, c'est pas non plus l'apostrophe, c'est juste une manière de faire la différence. Mais en fait, dans le standard, la dérivation, elle est considérée comme durcie ou non durcie en fonction de si l'index il est supérieur à 2 puissance 31. Voilà. Donc on pourrait utiliser aussi des nombres gigantesques à la place de l'apostrophe, histoire de bien améliorer l'UX comme il faut, quoi. Ouais, ça serait peut-être plus clair, hein. Ouais, Dans un non, monde en où ce fait, non, serait plus mauvaise idée. clair, Faites pas ça. dans un monde où ce serait plus clair, mais la vérité, c'est que les gens, du coup, ils vont pas comprendre que quand il y a un nombre très très grand, ça correspond à une dérivation durcie, et quand il y a un nombre très petit, c'est une dérivation Hmm. normale. Après, j'ai envie de te dire, tu regardes les chemins de Whirlpool, voilà quoi. Ouais, ça C'est c'est du. courant. C'est courant d'utiliser des nombres qui sont en fait des nombres associés à l'encodage ASCII de certaines chaînes de caractères. Donc des fois, il faut chercher là-dedans pour voir pourquoi ils ont choisi ces valeurs-là. Ça arrive. Bon, là, en l'occurrence, ils ont juste pris les derniers sur Whirlpool. Je sais pas si vous savez, mais ils ont pris jusqu'à 2 puissance 31 et ils sont partis à l'envers comme ça. Du coup, c'est que quand tu regardes les chemins de dérivation des comptes Whirlpool, c'est des 2 187, je sais plus combien c'est exactement, 2 puissance Ouais, 31. c'est 2 milliards. Mais, Mais ouais, c'est 2 original du coup. milliards, 2 milliards, ouais. Ouais, du coup, ouais, c'est ça ce que disait Pantal. Et en fait, dans l'index, donc le petit carré orange que vous voyez sur l'entrée numéro 1 de chaque HMAC, à chaque fois qu'on fait une dérivation, si on utilise un index entre 0 et 2 puissance 31 moins 1, cela correspond à une dérivation normale. On n'utilise ça que pour les dérivations normales. Et de 2 puissance 31 jusqu'à 2 puissance 32 moins 1, du coup, c'est une dérivation, c'est ce qui est utilisé pour les dérivations endurcies, renforcées, je ne sais pas comment on dit en français. Voilà. Du coup, on continue, je ne sais plus où on en était. Voilà, donc ça, c'est notre première dérivation. Donc, on a notre clé maîtresse, on a dérivé une clé enfant avec l'index 84 apostrophe. Donc, en réalité, c'est pas l'index 84, mais c'est l'index 84 plus 2 puissance 31, puisqu'il y a le petit apostrophe, donc ça veut dire que c'est renforcé. Et ça, c'est utilisé pour l'objectif. Donc là, si vous avez noté 84, ça veut dire que vous êt sur un portefeuille Segwit V0. Vous savez, c'est les adresses BC1Q, c'est ce que quasi tout le monde utilise aujourd'hui. Si vous avez noté 86, ça va être un standard Taproot. Ça sera du BC1P. Et si vous avez c'est quoi? C'est 48 Legacy, je crois. Ouais, je Voilà. crois que c'est ça. 44 et 48. 44 pour le. Ah oui, c'est Attends, ça. je dis une connerie. Il y a Non, c'est 44 et ça. il y a 48. 44, Ouais. c'est pour le vrai Legacy. Et 48, c'est pour du Legacy, Wrapped Segwit ou des choses comme ça, quoi. Du Pay to Scriptage. Voilà. Et c'est pour ça 48, 84, t'inverses juste les deux chiffres et t'as l'un ou l'autre. Mais bref, donc ça doit être ça. Mais oui, et ça, c'est juste pour dériver les clés publiques. En soi, le portefeuille, après, il va dériver des scripts différents aussi, hein. Changer la clé publique suffit pas à passer d'un mode à l'autre. C'est combiner un changement de script en plus. Voilà. Donc, si on continue, donc en fait là, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait nos premières dérivations là, la première paire de clés qu'on voit dans Objectif, c'est pas une paire de clés qu'on va utiliser pour bloquer des bitcoins. Techniquement, on pourrait, mais c'est pas ce qui se fait sur un portefeuille HD. Ça, on l'utilise juste pour suivre notre chemin de dérivation et pour définir un standard de dérivation pour pouvoir s'y retrouver. Ensuite, si on continue, à partir de la paire de clés qui est dans Objectif, dans la profondeur 1, on va aller en profondeur 2 qui correspond au type de crypto, type de devise. Donc là, si vous avez juste un portefeuille Bitcoin mainnet, ça sera toujours 0 apostrophe. Voilà, c'est ce que vous voyez. Donc ça continue votre chemin de dérivation. Là, il y a marqué M84 apostrophe 0 apostrophe. Pour exemple, si c'est 1 apostrophe, c'est du testnet. Ça veut dire que vous êtes sur Bitcoin testnet. Et après, vous avez en fonction normalement de chaque crypto. Alors, je sais plus c'est quoi ça? C'est un slip, non, qui définit ça? Quel crypto correspond à, enfin, qu'est-ce qu'on doit utiliser comme arbre de dérivation pour Il y a de chaque fortes crypto? chances, ouais. Ouais, je me rappelle plus Ouais, quel ça slip doit c'est être. exactement. Bah, c'est Slip 32, je crois.
Oui, ça doit être ça. Littéralement, parce que c'est eux qui ont donné l'idée de ces standards aussi. Donc, je crois que c'est Slip 32. Et Slip 39 pour les passphrases aussi, je crois. Donc, voilà. Voilà, et donc je dis une bêtise, mais par exemple, vous avez une ledger et vous avez un compte Bitcoin Mainnet et vous avez également un compte Bitcoin Testnet. Eh bien, le chemin de dérivation ne sera pas le même pour vos adresses testnet et pour vos adresses mainnet. Mais si à côté vous avez un truc, je dis une bêtise, Litecoin, ben, ça sera encore un autre chemin de dérivation et l'embranchement sera à cette profondeur. Au niveau du type de crypto, on utilise un index spécifique en fonction de la blockchain qu'on utilise. Ensuite, on continue nos dérivations et là on arrive, c'est plus intéressant, en profondeur 3, on a la profondeur des comptes. Alors, la profondeur des comptes, ici, c'est là qu'on va retrouver nos fameuses clés étendues telles qu'on les connaît, les XPub, les XPRV et compagnie. C'est simplement des paires de clés qui sont à 7 étages dans le portefeuille déterministe hiérarchique. Donc là, on va pouvoir dériver plusieurs comptes. À la base, ça avait été fait dans le BIP32 pour avoir plusieurs comptes sur un même portefeuille. Ce sont des comptes qui sont vraiment séparés, qui n'ont rien en commun, qui vont avoir des clés totalement différentes, mais qui sont dérivés à partir d'une seule et même seed, à partir des mêmes 24 mots à la base. Voilà, donc par exemple, c'est une possibilité. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ça, hein, de la gestion de portefeuille par compte. Mais par exemple, si vous avez un portefeuille Whirlpool pour le mixage, vous savez, vous avez votre compte prémix, vous avez votre compte de dépôt, vous avez votre compte post-mix, votre compte bad bank, vous avez même un compte pour ricochet. Tous ces comptes, ce sont c'est des comptes qui se différencient à 7 étages dans le portefeuille. Ou un autre exemple, si vous êtes sur Ledger, si vous utilisez par exemple Ledger Live ou même Sparrow, vous avez la possibilité sur Sparrow aussi, quand vous ajoutez ce qu'ils appellent un compte, par exemple sur Ledger Live, vous pouvez avoir 2 comptes Bitcoin, eh bien ça va se séparer à cette profondeur-là. Il y a aussi sur Join Market, pour info, dans Join Market, pour faire la ségrégation des fonds avec différents niveaux d'anonymisation, comme dans Whirlpool un petit peu, les UTXO sont séparés en ce qu'on appelle profondeur de mixage, en mix depth. Et le nombre et donc les mix depth, ce sont des comptes différents dans lesquels les coins qui sont en sortie de CoinJoin, qui sont anonymisés, vont dans le compte mix depth suivant, tandis que le change toxique reste dans la même mix depth. Donc c'est une manière aussi de ne pas mélanger les coins avec différents niveaux d'anonymisation, afin d'éviter de tout se doxer littéralement à cause des changes toxiques qu'il peut y avoir lorsqu'on est maker. Voilà, donc c'est si jamais des gens ici ont essayé Jam, par exemple, vous savez que dans Jam, il y a donc l'UX Join Market, il y a 5 comptes, 5 Jam comme ils disent là, et ça correspond à c'est des dérivations avec 0 prime, 1 prime, 2 prime, etc. Jusqu'à 5. Enfin, jusqu'à 4 du coup, pardon. On peut en ajouter si on a envie, mais l'UI de Join Market n'est pas terrible lorsqu'on en ajoute. Mais voilà, c'est pour dire que Join Market l'utilise beaucoup aussi et ça fait pas mal de temps qu'il l'utilise. Voilà. Et donc là, si vous suivez, vous comprenez que l'on peut avoir sur un même portefeuille plusieurs XPub. Vous pouvez même avoir jusqu'à 2 milliards et quelques de XPub sur un seul portefeuille, donc une seule seed. En général, on n'utilise qu'un seul compte et donc on n'a qu'une seule XPub. C'est pour ça qu'on dit la XPub du portefeuille, mais en réalité, on pourra en avoir plusieurs si on dérive plusieurs comptes. Et donc là, on continue ensuite nos dérivations. Donc à chaque fois, vous voyez que les petites flèches noires, à chaque fois, vous avez compris, c'est une dérivation de paire de clés parent vers une paire de clés enfant. On continue. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, tant qu'on est à l'étage compte, jusqu'à l'étage compte, vous avez vu qu'on n'a que des dérivations renforcées, que des dérivations endurcies. Si vous regardez notre chemin de dérivation, là, M8400, M8401, à chaque fois, il y a le petit apostrophe. Donc, ça veut dire qu'on n'a fait que des dérivations renforcées jusqu'ici, donc que des dérivations à partir des clés privées parents. Ensuite, là, on peut voir que sur mon portefeuille, j'ai créé 3 comptes. Il y a le compte 0, le compte 1, le compte 2. Et ensuite, on voit que j'ai encore dérivé en dessous. Donc, si on prend le compte 1, par exemple, 1 apostrophe, j'ai dérivé en dessous 2 paires de clés enfants
Et là, on arrive à la profondeur 4, c'est la profondeur des chaînes, ce qu'on appelle les chaînes. Alors, les chaînes, c'est assez simple à comprendre. En gros, à chaque fois, il y en a 2 pour chaque compte. Donc là, par exemple, le compte 1, vous voyez que j'ai 2 chaînes. J'ai la chaîne qui est dite externe et la chaîne qui est dite interne. Grosso modo, la chaîne externe, c'est celle qui va vous donner des adresses à donner publiquement. C'est-à-dire, il y a Alice qui veut vous envoyer des bitcoins, vous devez lui dériver une adresse et lui donner. Quand vous allez cliquer sur le bouton recevoir sur votre portefeuille, c'est une adresse qui dépend de la chaîne externe qui va vous être donnée. Et la chaîne interne, elle est utilisée pour faire simple pour le change. Vous savez, quand vous faites une transaction Bitcoin, vous avez toujours, généralement, vous avez du change qui revient vers vous, la monnaie de votre pièce, qui revient vers une autre adresse qui vous appartient également. Et en général, on utilise cette chaîne interne pour les adresses de change. Et bien, en dessous de chaque chaîne, on va avoir la dérivation des adresses. Donc, ce sont les adresses de réception. Donc, on va dériver encore des paires de clés enfants, à chaque fois avec des index. Et donc là, vous voyez que l'on est en dérivation dite normale, pas en dérivation renforcée. Et voilà. Tu voulais ajouter quelque chose, Panta? Ouais, juste pour dire que sur les chaînes, on peut aussi avoir des portefeuilles qui ont des utilisations, voilà, qui ont des utilisations particulières de Bitcoin qui sont pas juste pour de la réception et de l'envoi de fonds. Donc par exemple, dans Join Market, la chaîne 2 est utilisée pour le dérivé des adresses de Fidelity Bond. Donc les Fidelity Bonds, c'est ces fonds qu'on va bloquer pendant un certain temps pour prouver qu'on n'est pas un Sibyl, qu'on n'est pas une fausse personne. Et dans LND aussi, il y a beaucoup d'utilisation des chaînes. Ils en utilisent énormément, ils en doivent en utiliser une dizaine pour dériver les clés qu'ils vont utiliser pour les watchtowers, pour les channels, pour les révocations, les clés de révocation, pour enfin voilà, pour plein de trucs. Donc il y a besoin de plein de clés de catégories différentes, mais comme ils essaient de faire en sorte que leur logiciel soit utilisable par un signeur externe, ils ont besoin qu'on puisse les dériver avec l'XPub du portefeuille, enfin du compte du coup. Et donc du coup, ils utilisent beaucoup les chaînes pour séparer comme ça les usages. De façon à pas mélanger ce qui va pas ensemble, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça, par exemple, que si vous importez votre wallet LND sur autre chose que LND, vous allez peut-être avoir l'impression qu'il manque des fonds parce que d'une part, vous n'avez pas les channels dessus et d'autre part, même les channels qui ont été force close et qui n'ont pas encore été complètement sweep par le wallet, les fonds sont pas encore retournés dans les 2 premières chaînes, la chaîne 0 et la chaîne 1. Ils peuvent potentiellement être dans d'autres chaînes qui utilisent des clés de révocation et tout, donc c'est compliqué. Bref, voilà, donc pour dire que tout ça, ça paraît un peu secondaire, mais c'est quand même utilisé de temps en temps. Voilà. Voilà, et du coup, si vous regardez l'arbre, si vous regardez les chemins de dérivation à chaque paire de clés, vous voyez qu'à partir de la profondeur de la chaîne, on est en dérivation uniquement normale. Les adresses également, la profondeur d'adresse, c'est en dérivation normale. Si c'est le cas, c'est tout simple. C'est grâce à ça en fait que vous pouvez redériver vos adresses à partir uniquement de la XPub. Puisque si c'était en dérivation renforcée, vous ne pourriez pas récupérer vos adresses à partir de la XPub, qui est au-dessus, au niveau de l'étage des comptes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, on peut en dériver plein des adresses. Là, vous voyez, j'en ai dérivé 3 à partir de ma chaîne externe, 3 à partir de ma chaîne interne. Je peux en dériver jusqu'à 2 milliards et quelques, donc 2 puissance 31. Je crois que c'est tout. Ouais, ça, gardez-le de côté, parce que ça peut être utile, là, ce tableau, là, c'est moi qui l'ai fait. Ce schéma, gardez-le de côté, ça peut vous être utile quand vous êtes sur de la récupération, comprendre qu'est-ce qui se passe. Maintenant, vous comprenez à quoi correspondent là ces notations barbares, là, M/84, tout ça, vous comprenez à quoi ça correspond. Et aussi, juste pour info, tant qu'on est là-dessus, si jamais vous avez des problèmes pour la récupération de vos fonds, que vous êtes sur des trucs, sur des chemins de dérivation un peu atypiques, ça m'est déjà arrivé, enfin pas pour moi, mais c'est déjà arrivé, vous pouvez utiliser par exemple Electrum qui vous laisse noter des chemins de dérivation assez libres et qui vous
qu'il ne faut pas de restriction au niveau du standard. Si on Et, regarde encore le... Oui, et aussi, si vous avez un doute sur le chemin utilisé selon le wallet, parce que pas tous les wallets utilisent les mêmes chemins, vous pouvez aller sur walletrecovery.org, qui liste, en fait, c'est un tableau avec tous les chemins de dérivation pour absolument tous les, enfin, pas absolument, mais quasiment tous les wallets. Je vous mets le lien. ben merci. Et juste en dessous, du coup, vous avez encore 4 schémas. Bon, ils sont pas très utiles là pour ce dont on parle. C'était juste pour vous expliquer, une fois qu'on arrive à la paire de clés tout en bas, comment est-ce qu'on dérive une adresse. Donc, si vous regardez le tout dernier schéma tout en bas à droite, vous avez le schéma. Donc, comment est-ce qu'on passe d'une clé publique à une adresse de réception. C'est donc un hachage, d'abord SHA-256, puis RIP-MD-160. Ensuite, on a donc le hash de la clé publique. Et ce hash, on va le mettre en forme. Donc là, ça dépend du standard que vous utilisez. Mais par exemple, si vous utilisez un standard Segwit, donc vous allez avoir la charge utile de l'adresse, c'est le hash de votre clé publique. Vous avez le préfixe BC, vous avez le séparateur 1. Ensuite, vous avez Q si c'est pour du Segwit V0 ou P si c'est pour du Taproot. Et ensuite, vous avez votre charge utile. Et à la fin, une petite checksum. En l'occurrence, si c'est sur du Segwit, c'est des checksums en BCH. Voilà. Ensuite, je voulais dire encore un truc, je ne me rappelle plus c'est quoi. Ah oui, je crois que c'est bon. Peut-être si vous voulez rajouter quelque chose là-dessus avant qu'on passe à la suite, parce qu'on a déjà passé pas mal de temps. Et si on prend des questions entre-temps, peut-être. Il y a les questions de Kibevox aussi. Yes, ouais, je rebondis juste là sur le moment. Tu t'étais posé la question de l'utilité du code de chaîne. Pourquoi on s'amuse à mettre des codes de chaîne? Et à mon avis, je suis pas complètement sûr, mais à mon avis, c'est pour éviter des potentielles collisions sur les dérivations de clés publiques. Parce que du coup, en permettant comme ça de dériver beaucoup de clés, il y a moyen de trouver deux clés avec des chemins de dérivation différents qui matchent, et ce serait embêtant, entre guillemets. Et donc en ajoutant comme ça, en doublant la taille de l'aléa nécessaire pour faire la dérivation, on se ramène aux mêmes chances de collision que les chances de collision normales à trouver une attaque à la préimage classique sur des clés publiques, quoi. Donc je pense que je théorise que c'est ça la raison de l'existence du code de chaîne dans la dérivation bit32. De mémoire, il me semble que c'est ça. Je l'avais lu, il me semble que c'était qui disait, il précisait pas plus que ça, mais il me semble que c'était qui disait que c'était pour ajouter une source d'entropie dans la dérivation. Ouais, Voilà, parce qu'en donc c'est fait, ce que du coup, tu passes de 256 à 512, et quand tu parles de problème de collision, il faut diviser le nombre de bits d'entropie par 2, et donc du coup, tu reviens à 256. Voilà. Ça... Et puis l'autre utilité aussi, j'y pense, mais c'est si tu donnes juste la clé publique, de pas pouvoir dériver des clés enfants. Aussi, ouais, ça permet de séparer ce qu'est une clé publique de ses dérivations enfants, effectivement. Ça permet aussi de contenir, dans le cas, parce que je sais pas si tu l'as évoqué ça, mais enfin le fait qu'on arrive à faire une correspondance avec les XPub, ça a un prix cryptographiquement. C'est que du coup, si quelqu'un venait à trouver la clé privée enfant d'une XPub, eh bien cette personne, elle va pouvoir trouver la clé privée de la XPub. Donc elle va pouvoir trouver la XPriv associée. Et lorsqu'elle va réussir à faire ça, elle va pouvoir dériver toutes les clés privées enfants en même temps, d'un seul coup. Cette dérivation, elle a le défaut, entre guillemets, de lier ensemble toutes les clés publiques qui sont dérivées de la même XPub. Donc c'est pour ça que la dérivation normale, elle est dite normale et pas endurcie. La dérivation endurcie n'a pas ce problème. Et donc notamment, si jamais il y a la découverte d'une clé publique, d'une clé privée enfant, bah, ça va remonter jusqu'à la XPub la plus haute. Et dès qu'il y a des dérivations endurcies, on peut plus remonter plus haut. L'attaquant ne peut pas remonter plus haut. Et donc le fait qu'il n'y ait pas de matching, de collision potentielle entre les dérivations dures et les dérivations normales, qui sont réduites du fait qu'on a doublé le nombre de bits d'entropie
pour justement éviter que des collisions deviennent significatives, eh bien, ça permet d'empêcher quelque part une attaque où on forcerait, où on ferait dériver des clés des clés publiques à notre victime. Et à force d'en dériver, on va finir par trouver une collision entre une clé privée une clé publique qui a été dérivée avec une dérivation endurcie et une clé privée dérivée et une clé publique dérivée avec une dérivation normale. Et du coup, on va trouver un moyen de trouver la clé privée de la dérivation normale et on va pouvoir remonter du coup à toutes les dérivations endurcies avec la collision. Enfin bon, bref, c'est un peu subtil, mais en gros, je pense que la raison profonde, c'est d'éviter la division par deux des bits de sécurité des attaques sur les clés, quoi. Je pense qu'il y a de ça. Après, bon, bah, ça permet aussi comme tu dis, de différencier une clé publique étendue qui permet des dérivations d'une clé publique normale qui ne permet pas de dérivation. En tout cas, pas avec le standard BIP32. On pourrait très bien imaginer quelque chose. Ben, merci pour ces précisions. On continue avec les questions de Kibovox, ça vous va? Comme ça, on est sur le même thème et après, on peut passer sur autre chose. Et entre-temps, si des auditeurs ont des questions, n'hésitez pas à monter pour les poser. Alors, question 1. Est-ce qu'une clé étendue Xpub fait bien toujours et uniquement référence au 4e niveau, c'est-à-dire le numéro de compte, ou bien est-il possible de générer une Xpub aussi pour le 3e niveau ou pour le 5e niveau? Ok, ouais, donc là, ça fait référence au niveau du chemin de dérivation. Ce qu'on appelle une Xpub, c'est juste une clé étendue qui est mise en forme dans un format spécifique. Donc, en général, quand on nomme une Xpub, c'est également qu'il y a les métadonnées en plus, c'est-à-dire le préfixe, la somme de contrôle, l'index, l'empreinte de la clé parent, etc. Donc, si on respecte le BIP 32, c'est uniquement à l'étage des comptes. Je dis pas de bêtises. Après, on peut évidemment. Après, tu peux théoriquement, enfin, c'est ce que j'avais dit sur l'histoire de la clé publique maîtresse dont on prend la fingerprint. En fait, tu peux tout à fait prendre une Xpriv, donc qui est une clé privée dérivée, on ne sait pas trop comment, voire pas dérivée du tout avec son code de chaîne simplement. Et tu peux très bien dire, bah maintenant la partie clé privée de la Xpriv, j'en prends la clé publique. Et si tu prends cette clé publique et que tu la mets avec son code de chaîne, tu obtiens la Xpub associée. C'est juste que depuis la Xpub, tu vas pas pouvoir faire d'autres dérivations endurcies. Donc, tu vas être obligé de faire des dérivations normales à partir de là. Et c'est juste que comme tous les wallets, effectivement, vont faire des dérivations endurcies jusqu'au niveau des chaînes, et bah, du coup, en général, effectivement, on s'arrête à ce niveau-là en pratique. Mais théoriquement, il y a rien qui t'empêche de définir une Xpub pour des niveaux plus hauts si tu as envie de faire quelque chose original. Maintenant, faire quelque chose d'original, bah, ça veut dire réduire ses chances de pouvoir faire une recovery si jamais on perd les fonds, quoi. Ah bah, il en parle justement dans la question en dessous. Sauriez-vous dire ce que l'on entend exactement quand on parle de Extended Public Key, donc clé publique étendue en français? Je me demande car étrangement, la Coldcard indique dans le menu View Identity une Extended Master Key qui est écrite comme une Xpub. J'ai l'impression que cette Extended Master Key correspond en fait à la clé publique étendue générée à partir de la clé maîtresse privée. C'est sûrement ça, oui. J'étais tombé là-dessus, je ne sais plus si vous en souvenez, c'était sur le Discord de Découvre Bitcoin qu'il y avait un mec qui disait ça. J'avais regardé, effectivement, c'était ça. Coldcard, il te sort quand tu cliques View Identity une Xpub qui en fait n'est pas une Xpub si on respecte. Alors je me rappelle plus c'est quel standard. C'est le slip 32 également, non? Qui définit ce qu'est une Xpub ou pas et le fait que ce soit à l'étage des comptes. Mais effectivement, Coldcard, ils respectent pas ça et ils te mettent quand tu cliques sur View Identity là sur la Coldcard, ils te foutent une Xpub qui correspond en fait à effectivement à la clé privée maîtresse. Après, moi, vraiment, comme je te dis, pour moi, une Xpub, c'est vraiment juste une clé publique avec un code de chaîne. C'est vraiment juste ça. Les métadonnées qu'il y a autour. Ouais, mais enfin, c'est vraiment juste ça. Après, oui, il y a un formatage avec le Xpub au début pour rendre ça joli, pour comprendre que c'est une Xpub plus une checksum pour vérifier que t'as pas tapé n'importe quoi. Mais effectivement, tu peux très bien faire. C'est une vraie Xpub d'un point de vue mathématique. L'objet a été construit exactement pareil. C'est juste que oui, il respecte pas on va dire la norme
il respecte le standard, mais il fait pas la chose usuelle de dériver de 3 étages et de te donner une clé publique qui a été dérivée 3 fois endurcie avant d'être montrée, quoi. Je sais pas si c'est clair ce que je Je suis, raconte là, mais bien sûr, je suis d'accord avec toi au niveau de la charge utile, mais quand on regarde une Xpub, il y a quand même des métadonnées qui peuvent pas être calculées uniquement à partir de la charge utile. Par exemple, l'index de la Xpub, tu peux pas le savoir si tu connais pas les clés parents. Enfin, si t'as pas ouais, mais vu comment a été faite la dérivation. en fait, je pense que là, tu commences à parler d'un truc qu'on appelle les descripteurs, où là, on va ajouter en plus de ça, effectivement, entre crochets, avant la Xpub, on va ajouter la fingerprint et le chemin précis duquel on a déduit la Xpub. Je Et pense du que coup, c'est ça dont tu veux parler. non, dans une Xpub, vraiment, la Xpub telle qu'on te la donne, quand tu demandes ta Xpub de ton portefeuille, les métadonnées il y a la version, donc le préfixe, XPRV, Xpub, Zpub, etc. Après, tu as la profondeur qui va te dire, OK, je suis à telle profondeur, à tel endroit. Tu as l'empreinte de la clé parent, c'est un H160 de je ne sais plus quelle clé. Et après, tu as aussi l'index. Mais ça, c'est dans les caractères de la Xpub. Si tu la repasses en binaire, ça, tu la repasses même en hexadécimal, tu peux le retrouver sur la Xpub. En plus de la charge utile qui effectivement est la clé et le code de chaîne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je pense que votre souci, c'est que effectivement, vous parlez pas vraiment de la même chose. C'est en fait ce dont tu parles, Loïc, c'est de la sérialisation standard des Xpub, et c'est ce que Panta disait juste avant. C'est fait pour rendre ça. Il y a des informations qui sont ajoutées dedans, et je crois tu as raison qu'il y a l'index. Après, ce que Panta disait, c'est qu'il y a aussi la forme du descriptor où tu as plus d'informations, tu as le fingerprint, tu as tout le chemin. Je suis pas sûr que tu aies, par exemple, tout le chemin de dérivation, tu vois, dans une sérialisation normale de Xpub. J'en Non, suis tu as pas sûr du tout. juste la profondeur. T'as juste la profondeur, ok. Ouais. Et en fait, je pense que ça veut dire, ça, c'est qu'il y a d'un côté comment dire, il y a l'objet lui-même qui est dérivé mathématique, donc avec ce qu'a dit Panta, c'est juste une clé publique plus un chain code et rien d'autre. Et puis à côté, il y a tout ce qu'on met autour pour lui donner du sens, pour le rendre plus utile et le manipuler plus facilement dans un wallet. Et c'est, je pense, deux choses qu'il faut vraiment bien distinguer dans sa tête parce que sinon on va rapidement s'embrouiller. Enfin, je trouve. Oui, en fait, c'est juste, il y a soit on parle d'une Xpub selon le slip 32, ou soit on parle d'une Xpub de façon générale. Et en l'occurrence, Colcard, il respecte pas le slip 32 quand il nous donne une Xpub à la première profondeur. Après, ils alors, ouais, respectent il ce qu'ils respecte veulent. pas le Mais... slip. En fait, il respecte pas les chemins usuels proposés dans le slip, effectivement. Mais tu peux bien définir une Xpub pour la master seed. Tu peux vraiment définir une Xpub pour ça. Et effectivement, comme tu dis, je suis allé checker vite fait, il y a bien des informations sur la profondeur et notamment la clé parent qui a été utilisée pour dériver la Xpub. Et c'est précisé dans la spécification que si tu as dérivé directement de la master seed, tu dois mettre 0 dans la fingerprint de la clé parent. Donc c'est bien anticipé dans BIP32, pas slip 39, pas slip 32, mais bien BIP32. C'est bien anticipé que tu calcules une Xpub depuis directement une source d'aléa qu'est l'acide directement, quoi. C'est envisagé. C'est-à-dire c'est pas hors du standard. Ça devrait être compréhensible pour un wallet. Ok, ok. Donc, tu avais bien raison, désolé. Bon, moi, ça nous a permis de mieux comprendre. Enfin, en tout cas pour moi. Euh, on passe à la question d'après. Donc là, je pense qu'on y a répondu, hein. Oui, on a répondu. A3, si c'est bien le cas, sauriez-vous expliquer l'utilité d'une telle Xpub? Je pense qu'on l'a déjà. Panta l'a déjà dit tout à l'heure, du coup, c'est surtout pour reconnaître, pour voir si tu es bien sur la bonne graine, si tu dérives bien à partir de la bonne graine, de la même graine, notamment si tu utilises une passphrase, ce qu'on disait, la moindre petite modification, ça te modifie ta graine et donc ça te modifie tout l'arbre de dérivation ensuite du portefeuille et tu peux te retrouver sur un portefeuille vide juste parce que tu t'es trompé sur une majuscule ou quoi. Donc c'est pour ça en fait, c'est utilisé comme un témoin, hein, je pense. Vous voyez notre utilité ou pour voir effectivement les fonds après, mais
Ouais, non, par exemple la call card, quand tu utilises la passphrase sur la call card, dès que tu rentres la passphrase et que tu valides la passphrase, il te donne tout de suite la master fingerprint, qui est donc en fait indirectement la Xpub, pour que tu puisses checker que ça match ce que tu avais potentiellement noté sur tes notes de récupération de wallet ou des choses comme ça. Et ça peut être utile notamment si tu utilises la passphrase dans un cadre type transmission, des choses comme ça, pour des héritages ou des choses comme ça. C'est important que les personnes, quand elles rentrent la passphrase, elles aient quelque chose qui leur dit vous avez rentré la bonne passphrase. Donc la façon avec laquelle tu peux faire ça, c'est de dire aux gens ouais, quand vous dérivez la passphrase, normalement lorsque vous validez, vous devriez voir telle suite de caractères s'afficher sur la carte une fois que vous avez validé. Et si c'est pas la même suite de caractères, c'est que vous avez mal rentré le code. Et c'est pratique lorsque t'es pas là pour signaler aux gens que c'est pas correct, quoi. Surtout quand ils ne se connaissent moins. Donc c'est juste un check à l'avance qui a son côté pratique, on va dire. Après, il n'est pas absolument essentiel. On pourrait très bien s'en passer, mais c'est pour le côté pratique, on va avoir un identifiant qui est donné directement par le wallet qui est potentiellement hors ligne et qui peut pas vérifier qu'il y a des fonds dedans, quoi. C'est sûr que si les héritiers ils arrivent sur un wallet de leur et qu'ils se disent ouais, il y a 200 balles ici, cool, c'est un peu embêtant. Ouais, voilà, c'est ça. S'ils savent pas combien t'as et que ils s'arrêtent au premier wallet dans lequel ils trouvent des fonds et qu'en fait t'avais une passphrase, bah tant pis quoi. Perso, je m'en fous, j'ai que du Bitcoin testnet, mais C'est cadeau pour pour la ceux qui ont des... communauté. Non, j'ai que du testnet, moi. Je suis là pour la tech. Moi j'ai que du Signet, Alors, ben voilà, on va c'est mieux. s'entendre. C'est moi qui mine les blocs. Voilà. Qu'est-ce qui te dit que je mine pas en testnet? Ouais, mais c'est mon testnet, tu vois, c'est avec mon Bitmagic de testnet, de Signet, tu vois, genre voilà. Ah ah, qu'est-ce que tu vas faire? Bref. La suite, du coup, c'est quoi sa question suivante? Alors, question suivante. Lorsqu'on utilise les adresses en Segwit V0, le chemin de dérivation est toujours M84 apostrophe. Oui. Lorsque l'on importe un compte créé avec une call card dans Sparrow, Sparrow importe aussi la Xpub. Oui. Sparrow permet ensuite de switcher entre Xpub et Zpub. Sparrow semble réussir à convertir une Xpub en Zpub et vice-versa. Oui, alors ouais, convertir une Xpub en Zpub, il n'y a rien de bien sorcier, c'est juste, vous pouvez même le faire à la main, vous le passez en base 16. Une fois que vous l'avez en base 16, vous récupérez les premiers caractères qui correspondent au préfixe, à la version, donc à ce qui fait écrire Xpub en base 58, et vous le remplacez par ce qui correspond en base 16 à Zpub. Et ensuite, vous remettez en base 58. Par contre, lorsque l'on importe le même compte dans Ledger Live, celui-ci n'indique que la Xpub, identique à celle de Sparrow, mais pas la Zpub. Alors, question 1, une adresse Segwit 0, donc M84 apostrophe, ne devrait-elle pas toujours utiliser uniquement des Zpub? Du coup, ça change rien puisque la charge utile est la même. C'est juste le préfixe qui change. En fait, quand on passe de Zpub à Xpub, oui, c'est juste le préfixe qui change. Il me semble que c'est justement le slip 32 dont on parlait qui dit que si vous utilisez du legacy, vous utiliserez le préfixe Xpub. Si vous utilisez du Segwit V0, vous utiliserez Zpub et Taproot Xpub, il me semble que c'est d'ailleurs. Mais c'est pas tous les wallets respectent ça, on l'a vu. Ouais, franchement, pour commenter là-dessus, les YPub et les ZPub, franchement, c'est à jeter comme concept, hein, parce que c'est vraiment pas terrible. L'idée de départ, c'était de dire aux gens, ça permet de voir directement si ce que tu utilises, c'est Segwit, Segwit frappé ou du Legacy. Mais la vérité, c'est que c'est juste super chiant parce que ça fait des problèmes de compatibilité dans tous les sens et tu te retrouves à devoir taper ta Xpub dans des outils de conversion, donc c'est juste insupportable. Euh, donc ces trucs-là ont été globalement vachement abandonnés. Tout le monde préfère largement un format de type un peu descriptor où on va écrire entre crochets le chemin de dérivation et la fingerprint et après on va mettre le Xpub. Et on va toujours mettre le Xpub parce que c'est bon quoi. Genre, c'est pas la peine d'avoir 10 formats pour le même truc qu'est la dérivation de clés quoi. Après ce que t'en fais des clés, c'est autre chose quoi. Mais globalement, tout ce format-là, c'est tout pourri, c'est plus emmerdant qu'autre chose. Après, voilà, ça a convergé vers les Xpub, je pense actuellement, mais je pense que tu as quelques wallets comme Electrum qui ont besoin d'utiliser des YPub et des ZPub, mais
Mais le consensus, là, c'est d'aller vers les Xpub massivement. Et Bah, les si tu vas descripteurs, c'est bien. si tu vas sur Samurai, quand même, en fonction du compte, ils te donnent la Xpub, soit Zpub, soit Xpub, en fonction si tu Ouais, tu peux utilises choisir. Legacy ou quoi. Ouais, 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 maintenant, mais ils te permettent globalement, de c'est ça. Ouais. choisir. Parce Mm. que, comme je t'ai dit, en fait, avant, sinon, qu'est-ce qui se passait? T'arrivais sur le wallet et tu voulais importer ta site sur un autre wallet, sauf que l'autre wallet, en fait, il comprend pas ce que c'est que des Zpub et des YPub, parce que je sais pas, il est pas compatible Segwit ou parce que voilà, pendant une période, c'était ça. Et bah, tu devais te retrouver à devoir taper ta Zpub dans un site qui te faisait, sur un site internet qui te faisait la conversion, donc super safe, hein. Et puis, du coup, pour pouvoir juste importer ta site dans l'autre wallet, quoi. Et bon, bah, tout ça, c'est pas des pratiques ouf, quoi. Donc, depuis, soit les wallets, ils disent on supporte que des Xpub, soit ils supportent des Xpub, mais aussi des YPub et des Zpub, et ils te permettent de convertir de l'un à l'autre directement, quoi. Mais le consensus, c'est qu'on va arrêter d'utiliser ces trucs-là, qu'on va aller vers des trucs qui sont plutôt des descripteurs et où la dérivation de clé, elle se fait avec des Xpub, tout simplement parce que c'est bien d'avoir un seul format pour la dérivation de clé, un seul élément visuel qui permet de le reconnaître. Avoir plein de trucs différents, c'est juste super chiant en termes du X, c'est nul, c'est nul. Bref, moi ça m'a fait halluciner quand j'avais tout découvert ces problèmes-là, parce que c'est Et vraiment s'embêter pour rien, quoi. ouais, après, enfin, juste pour. Je suis d'accord avec toi, moi ça me fait chier aussi, mais juste pour se faire l'avocat du diable, à l'époque où ils avaient décidé de faire ça, les descripteurs ça n'existait pas. Et je pense que ça partait quand même d'une bonne idée, d'une bonne intuition au départ, de dire si tu as la Xpub, on a des différents formats d'adresses qu'on peut dériver, et c'est bien de pouvoir distinguer visuellement dès la clé étendue, en fait, si tu vas dériver des legacy wrappés dans des Segwit ou des Segwit natives. Après, oui, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, avec les descriptors, c'est complètement caduque et je pense que ça va disparaître. À ma connaissance, il n'y a que Electrum et Samurai qui utilisent ça aujourd'hui et je pense un jour, ils vont aussi s'adapter, quoi. Ouais, c'est clairement le descripteur, enfin le fait de décrire l'usage que tu es censé faire de ces clés dérivées, c'est clair, comme tu dis, que ça partait pas d'une mauvaise intention. Mais c'est juste que rendre pas compatibles les formats entre eux, par contre, ça, c'était vraiment la mauvaise idée, quoi. Mais donc, du coup, là, les descriptors, effectivement, les outputs descriptors, puis les mini-scripts descriptors, ça améliore énormément la chose, ça, c'est clair. Il y a quand Il y a même besoin peut-être de cette indication. il y a peut-être des histoires de guéguerre aussi, étant donné que ça vient de Satoshi Labs. Ouais, ouais, Je sais beaucoup. pas. Et en fait, c'est même pas forcément avec Satoshi Lab, tu sais. Ça peut venir des fois d'Electrum aussi. Parce que Electrum, par exemple, au début, Electrum, ils utilisaient des seeds qui étaient. Enfin, dans les wallets Electrum, si tu crées une seed par défaut et que tu fais pas gaffe, il va te créer une seed avec son propre format à lui. Et genre, c'est pas du tout compatible avec Bit39. Donc, c'est Pourquoi aussi. avant? Je crois que c'est Mais toujours le cas, hein. Je Electrum, crois que c'est c'est les toujours le rois cas. pour ça, hein. Ils ont fait ça pour tout, hein, pour leur implémentation Lightning, pour leur seed, pour tout. Ouais, et bah, parce qu'ils sont un portefeuille très utilisé, je pense qu'ils se sentent légitimes de le faire. Alors bon, je peux comprendre. Mais le truc, ouais, ça fait plein de merde au niveau des standards parce que bah, du coup, ils respectent pas les standards, quoi. Les standards qui sont utilisés par tous les autres, quoi. Mais bon, voilà, donc il y a aussi de ça, hein. Il y a eu j'ai déjà vu des discussions un peu s'enflammer sur GitHub où globalement, le Thomas, il s'énervait que les gens utilisent BIP39 et qu'ils retrouvent pas leur wallet et qu'il disait ah si on utilisait mon format à moi, enfin bon le classique quoi, c'est le classique du je défends mon truc quoi. Ouais, après sur BIP39, je pensais pas que c'était aussi critiqué parce que là, tout à l'heure, je regardais un peu par hasard sur le repo de Rust Bitcoin et il y avait une discussion, j'ai pas lu le détail, je suis passé dessus, mais apparemment, il y a quand même eu des discussions, ils expliquent pourquoi dans Rust Bitcoin, ils n'implémentent pas BIP39 et bah, ils ont pas mal de critiques. Et il y avait même Andrew Poelstra qui disait, mais je sais pas où ça en est, je sais pas s'ils ont sorti quelque chose, mais il disait qu'avec, je crois que c'était Russell O'Connor, il travaillait sur un autre standard qui remplacerait Bitcoin. Enfin bref, ça de toute façon, c'est pas propre à Bitcoin, c'est la guerre des standards où c'est le fameux comic de XKCD. Oh mon Dieu, il y a 14 standards pour faire ça. Vite, il faut absolument faire un standard pour unifier. Situation actuelle, il y a 15 standards. C'est exactement ça. Ouais.
Mais en fait, oui, un des reproches qu'on peut faire à Bit39, c'est le fait que, par exemple, il n'y ait pas de versionning, il n'y ait pas de date d'anniversaire qui permettent de savoir à partir de quand faut scanner. Donc, tu as relativement peu de repères sur l'acide. La seule chose que tu sais, c'est si ça valide une checksum ou pas, quoi, globalement. Mais ça pourrait être n'importe quoi. L'acide, elle pourrait venir de n'importe où. Tu sais pas à quoi elle correspond. Donc, c'est ça qui reproche principalement. C'est encore une fois, c'est une critique qui est valide en soi. Le problème, c'est juste que bon, bah, c'est fait pour générer des clés, quoi. C'est pas fait pour être utilisé d'une certaine façon. C'est fait pour générer des clés. Après, les clés, elles peuvent être utilisées pour des trucs qui sont même pas liés à Bitcoin, quoi. Donc, à partir de là, c'est quand même utilisé massivement dans tous les portefeuilles électroniques. Genre le Ledger, il va pas te laisser dériver autre chose que les clés dérivées depuis sa seed, parce que sinon, après, il te laisserait toucher les clés de d'autres crypto-monnaies. Donc, ça pourrait être embêtant. Donc, bon, bref, c'est c'est la guerre, toujours. Ça fait longtemps que ça existe, mais on continue de se battre là-dessus, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, la situation de départ qu'on a décrite là au début de Space, on disait on a inventé la dérivation de clés déterministe parce que on avait ce problème, voilà, de générer des clés à chaque fois de façon aléatoire et que c'était compliqué à backuper, qu'on peut pas les retrouver. Et finalement, alors oui, c'est vrai, on a résolu ce problème, mais on se retrouve avec une situation où, enfin, j'ai l'impression on peut aussi se tirer des balles dans le pied assez facilement parce qu'il y a des wallets qui suivent pas les standards, qui suivent pas les mêmes standards. On a l'acide, mais on n'a pas le bon chemin de dérivation, ou alors pour une raison quelconque, on a utilisé un chemin de dérivation non standard à un certain point qui se perd à un moment, et puis ça peut nous mettre dans des situations vraiment très embarrassantes, quoi. Ouais, parce que bon, par exemple, pour reprendre sur un truc encore plus terre à terre vis-à-vis des dérivations, là, Loïc, tu as parlé des dérivations des adresses de change qui sont dans des chaînes différentes des adresses de réception. Bah, dans Bitcoin Core, il n'y a pas, hein. Dans Bitcoin Core, c'est que /0/0, hein. Le change, il est mélangé aux adresses de réception. Typiquement, typiquement plein de trucs comme ça où c'est bizarre. Alors là, c'est pas gravissime parce que tout le monde utilise le chemin zéro, mais il y a des cas où ça finit pas bien, quoi. C'est comme LND avec l'acide LND, ils utilisent un format de seed qui est encore différent, donc c'est même pas iSeed, ouais. Mais il y a ouais, une date d'anniversaire avec. il y a la Et ça date fait, d'anniversaire dedans, il y a une version aussi, il y a un numéro de version de la graine. Bon, c'est très bien, mais du coup, ça fait le énième standard qui est utilisé par un portefeuille majeur, quoi. Enfin, bon, bref. imaginez les gens qui vont déterrer des wallets dans, je sais pas, plusieurs décennies et l'angoisse que ça va être de retrouver, ah, mais ce putain de wallet, il utilisait quel standard et quel chemin de dérivation, genre à cette époque, et si on n'a pas le bon standard et le bon chemin de dérivation, bah, on a beau avoir l'acide, on retrouve, enfin, ça va être très compliqué de retrouver l'argent, quoi. Ouais, bah, c'est pour ça que les sites comme Wallet Recovery, c'est bien, quoi. Et avant, il n'y avait pas ça, hein, donc c'était encore plus compliqué. Là, avec Wallet Recovery, au moins, il y a un endroit où tu peux retrouver toutes les infos pour tous les wallets, parce que sinon, bah, les pages de documentation, ça disparaît d'Internet, hein. Genre, voilà, quoi. J'avais une petite question. On a beaucoup parlé de Electrum, éventuellement de Ledger, de Samurai. Enfin, c'est des outils en interface graphique. Je voudrais savoir si à votre connaissance, il n'y a pas des outils qui existent enfin, pour faire des HD wallets, mais en ligne de commande. Alors, oui, oui, ça, il y en a, hein. Il y a des choses comme Callcore, par exemple, qui est purement en terminal. Alors, c'est pas de la ligne de commande, c'est du terminal, donc c'est du TUI, tu sais, c'est du terminal User Interface. C'est genre, ils essaient de faire une GUI, mais dans un terminal. Ouais, bah, dans le même Euh, genre que Sparrow Terminal, du coup, c'est Sparrow, mais dans le terminal. voilà, tu as Sparrow Terminal, du coup. Et puis sinon, bah, après, tu as vraiment des wallets en ligne de commande. Enfin, si tu utilises, par exemple, Bitcoin Core, tu peux interagir avec le wallet Bitcoin Core en ligne de commande pure. Après, Alors le c'est... problème ouais, c'est qu'il est absolument dégueulasse. Et il prend, Voilà. enfin, d'une part ça, et d'autre part, j'ai l'impression qu'il prend pas en compte les HD wallets. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, le Bitcoin Core, j'ai fait quelques tests. Alors effectivement, il peut te générer des clés privées et enfin, et récupérer la clé publique, ça, il peut faire juste ça. Mais dès qu'on essaie de rentrer dans les questions un peu plus compliquées, genre
du HD wallet, là, il suit plus du tout. Alors en fait, si c'est possible, hein, je te garantis que c'est possible, c'est juste super pénible. Parce qu'ils ont un système de checksum sur les descripteurs. En fait, il faut utiliser les descripteurs massivement. Donc tu vas devoir mettre des Xpub avec leur chemin de dérivation après, mais il va falloir aussi préciser quel type de script tu veux. Tu vois, genre si tu fais du SegWit, il faut mettre WPKH, ensuite la Xpub et ensuite le chemin de dérivation que tu veux dessus avec l'étoile, etc. Qui va bien pour le remplacement des index et tu peux dériver ça sur une range. Mais le truc, c'est qu'après, il va te dire non, c'est pas bon parce qu'en fait, il met des checksums derrière. Sauf que les checksums, bah, faut les calculer, sauf que ça peut pas se calculer à la main parce que c'est aussi des checksums BCH. Donc, du coup, il faut lui demander de dériver l'adresse, d'avoir les informations sur le descripteur pour qu'il te complète ça avec la checksum. Dis-toi qu'il y avait une période où c'était pas possible d'avoir un truc qui te dérive la checksum, donc c'était inutilisable. Mais là, c'est utilisable. C'est juste effectivement super chiant. C'est horrible à utiliser. Ça a vraiment été pas fait pour ça. Parce qu'en fait, moi, je me suis intéressé beaucoup aux questions des clés de dérivation à la période où j'essayais de créer moi-même mon propre exchange. Et je me suis dit, alors autant stocker des adresses sur d'autres protocoles que Bitcoin, par exemple Cryptonote, c'est super facile. Mais sur Bitcoin, associer c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que voilà, après j'ai compris comment je pourrais faire. Je me suis dit, par exemple, pour l'utilisateur qui a en base de données qui a l'ID 1, c'est 44001, celui qui a 2, c'est 44002, et ainsi de suite. Et c'est là où j'ai vraiment compris l'intérêt des clés de dérivation. Mais je cherchais quelque chose qui soit vraiment un peu plus simple. Je trouve pas vraiment de solution. Je trouve plein de trucs un peu tricky à droite à gauche, mais il n'y a pas vraiment de trucs simples, déjà tout prêt, tout implémenté. Non, ouais, c'est plus compliqué parce qu'en fait, déjà enfin après dans Bitcoin Core, le wallet Bitcoin Core, il a beaucoup évolué puisque au début, bah, c'était juste, il n'y avait pas de dérivation, donc au début, ça conservait juste des clés privées. Et puis après, il y a eu le chemin de dérivation et en fait, le support complet des chemins de dérivation, il est arrivé assez tard, genre, il est assez récent, ça doit avoir 5 ans, tu vois. Et puis après, ils sont passés au descriptor, donc c'est encore un autre truc à manipuler. Et puis maintenant, aujourd'hui, les wallets que tu crées avec Bitcoin Core, ils sont ce qu'on appelle des descriptor wallets. Donc, ils ne conservent plus des clés privées en soi, ils conservent des descriptors avec des Xpriv pour faire les dérivations de clés et des scripts qui vont bien sur le moment à la volée, quoi. Mais du coup, ouais, ça dépend des versions de wallet que tu utilises. Et en soi, ça a des avantages et des inconvénients. Parce que l'avantage, c'est que le wallet de Bitcoin Core, du coup, c'est le plus flexible des wallets. Tu peux vraiment faire ce que tu veux avec. Mais c'est juste que c'est super pénible à Ah utiliser, ouais, ouais, quoi. ça, Donc, j'ai vu, ouais, c'est. mais tu peux vraiment faire ce que tu veux. Enfin, vraiment, moi, je voulais, par exemple, dans Join Market, c'était un petit peu pénible de savoir combien tu avais exactement dans tout ton wallet parce que tout était séparé par compte. Et nativement, les applications wallet, elles gèrent compte par compte et elles s'amusent pas à agréger les comptes. Et par exemple, dans Bitcoin Core, c'était très facile de le faire. Il suffisait d'importer littéralement les adresses, de dériver plein d'adresses de chaque compte, et puis il les mettait tous dans sa base de données, et puis à la fin, il te faisait la somme du total, et il s'en foutait de savoir si c'était tel ou tel chemin qui servait à le dériver, quoi. Donc c'était très flexible, c'était très pratique pour mon utilisation, mais ça restait quand même super dur à mettre en place, quoi. Ça reste C'est super dur et d'autre part, terrible. sur Bitcoin Core, il y a pas les 12 mots ou les 24 mots. C'est pour ça que moi je suis parti sur d'autres solutions. Alors je pense Ouais. que je vais partir, si je vais me replonger dans ce projet d'exchange, je vais plutôt partir sur des librairies tierces comme BitcoinJS. Je vois qu'on peut faire, il y a un système de HD qui est pas mal, il y a un système de mnémonique qui m'intéresse parce qu'en fait, une des problématiques que je suppose que les administrateurs d'exchange ont, c'est au niveau des backups des clés. C'est-à-dire qu'actuellement, ils sont vachement dépendants d'un serveur, mais si pour une raison ou pour une autre, il écrase un fichier ou la base de données plante, et ben c'est la base de données de toutes les adresses des utilisateurs qui sautent. Et moi, je voudrais être dans un truc un peu plus confortable où j'ai juste une mnémonique à gérer, il faut une phrase mnémonique. Et après, il est capable en fonction de la base en fonction de l'identifiant du mec, enfin de l'utilisateur,
de calculer sa clé publique et sa clé privée. Moi, c'est ça mon besoin, mais pour l'instant, je trouve pas de solution simple. Bah, il n'y a pas de choses en natif, hein. Il faut créer ta propre variante, entre guillemets, mais tu pourrais très bien imaginer qu'effectivement, les index utilisés dans les dérivations soient calculés à partir des identifiants d'utilisateurs, quoi. Euh, mais tu pourrais imaginer des choses comme ça. Mais bon, hein, je dis pas que ça va être facile à utiliser derrière, quoi. Donc à voir. Ah non, non, enfin, j'ai réfléchi aussi à tout le système de backup. C'est assez compliqué. Enfin, voilà, moi, Mais ouais, en général, c'est pour ça qu'on utilise énormément des Electrum serveurs quand on utilise Bitcoin, on utilise énormément des Electrum serveurs parce que juste c'est beaucoup plus agréable de pas avoir à se faire chier avec le wallet de Core qui est quand même assez dur à utiliser et puis qui en plus doit rescan et tout. Enfin, c'est vraiment pénible à utiliser. Donc c'est pour ça qu'on utilise plutôt des Electrum serveurs et puis après on utilise des Electrum clients pour gérer le wallet, quoi. Généralement c'est plus user-friendly, quoi. en fait, enfin, moi, mon idée à la base, ça serait de pas être, enfin, d'être le minimum dépendant d'un serveur tiers, donc typiquement d'Electrum. Ça serait de faire tourner le nœud en local et d'utiliser pour les wallets un truc tiers, comme Bitcoin, enfin Bitcoin JS, mais je pense que ça doit être possible. Ouais. Mais en Mais fait, tu peux faire tourner l'usage, ton propre Electrum, hein. ouais, Pas tu besoin de peux faire dépendre tourner d'un ton autre propre Electrum. Electrum. Alors du coup, il y a un truc que si C'est- je fais, enfin, je suis pas très familier avec Electrum. C'est-à-dire que quand tu dis je fais tourner mon propre Electrum, c'est-à-dire que je peux faire tourner un nœud grâce à Electrum. En fait, tu peux créer un serveur Electrum personnel. Ouais. Donc, tu vas devoir indexer un peu la blockchain et tout, mais en gros, tu peux créer ton propre serveur Electrum et tu peux forcer ton client à se connecter que à ton serveur Electrum. En fait, Electrum, c'est juste un indexeur qui se plug par-dessus Bitcoin Core et qui indexe les trucs lui-même et après qui expose une API que tu peux aller directement taper. Et du coup, c'est stateless, c'est mieux foutu que l'API de Bitcoin Core. Mais du coup, le serveur, tu peux le faire tourner sur ta machine à côté de ton Bitcoin Core. Et en fait, c'est juste une couche en plus que tu as entre les deux, quoi. Ok, c'est d'accord, je vais un petit peu explorer tout ça. Parce que ouais, enfin, c'est-à-dire que le Bitcoin Core, enfin, il est pas très user-friendly. Yep, c'est pour ça qu'on fait souvent ça en fait. Parce que c'est quand même difficile sinon. Le rescanning et tout, quand as des problèmes, c'est insupportable par exemple. Enfin bon, bref. Enfin, c'est très compliqué. Voilà. Du coup, je sais pas s'il y a d'autres questions là sur les dérivations de clés pour les portefeuilles. On Alors, avait. si jamais dans les auditeurs vous voulez monter, n'hésitez pas. Et en attendant, on avait encore deux questions de Kibevox. Alors, une que j'ai par quelle magie peut-on transformer une ZPub en XPub? C'est ce que j'ai déjà expliqué au début. Il suffit juste de changer le préfixe. Ce qui est un peu trompeur, c'est que, étant donné que c'est en base 58, en fait, vous avez l'impression en base 58 que ce sont des informations complètement différentes parce que ce sont des chaînes caractères complètement différentes. Mais avec la même charge utile, juste en changeant le préfixe de Xpub à Zpub, ça change toute la chaîne de caractères de base 58 alors que l'information est la même. Donc quand vous faites cette manipulation, si vous voulez le faire à la main, vous prenez votre Xpub, qui est donc en base 58 quand il y a marqué Xpub, vous la passez en base 16 en hexadécimal, vous enlevez c'est les quatre premiers octets qui correspondent donc au préfixe, et vous rajoutez les 4 octets qui correspondent à ce que vous voulez, Zpub, Ypub, voilà, en fonction. Si vous avez besoin vraiment pour un wallet de faire ça, vous pouvez le faire, ou sinon vous pouvez éventuellement utiliser Sparrow pour faire ça. Voilà. Et ensuite, dernière question, lorsque je crée un Watch Only Wallet sur Sparrow, comment Sparrow peut-il savoir que je souhaite utiliser une adresse Segwit V0, donc en M84, si la clé étendue que je lui donne ne commence pas par Zpub? Alors, vous pouvez faire la conversion directement dans Sparrow là, avec les deux petites flèches quand vous êtes dans l'onglet compte, je crois, ou paramètres. Vous avez les deux petites flèches qui sont juste à côté de la Xpub. Ça vous permet justement de changer juste le préfixe, de passer d'une Xpub à une Zpub. Donc ça, c'est pas mal sur Sparrow. Et sinon, vous pouvez juste noter manuellement le chemin de dérivation qui va bien. Ouais, en Voilà. fait, après même tu dois pouvoir dire à Sparrow quel type d'adresse tu veux utiliser.
tu vas pouvoir lui dire si tu veux du legacy, si tu veux du Segwit wrappé ou du Segwit natif, quoi, ou du Taproot. Normalement, tu lui dis, c'est juste qu'à la place de la Xpub qui lui indique directement, enfin, ou de la Zpub, c'est juste toi, l'utilisateur, qui doit lui dire quel type de wallet c'est, quoi. Donc, voilà. Il n'y a pas de questions dans les auditeurs, Lounès, puisqu'on ne peut pas regarder, on n'est pas en co-host. Il n'y a pas eu de personne? Non, il n'y a pas. Non? Je check les Pas de je peux questions. rajouter un co-host. Ah, on avait perdu Sosten. Je t'entends plus, Loïc, hein. Je sais pas si tu parles, mais. Ouais, tu m'entends? Ah, là, ça y est. Ouais, non, mais j'avais Ok. bugué puisque j'étais en train de passer co-host, mais Ouais, moi, Ouais, pareil. ouais. Eh ok, ben, bon, écoutez, ben, moi, on va moi, ça me dodo. va si ça dure encore pas trop plus de 30 minutes. On peut aller dodo maintenant, hein. Non, non, mais Ouais, sinon, on vous peut continuez à s'arrêter là. parler, mais à En- 23h30, j'irai bien me coucher, quoi. Je me lève vachement tôt demain. Parce qu'en vrai, là, si on part sur les output descriptors, je pense qu'on en a encore pour un moment, non? On pourrait Pas se faire un. forcément, pas forcément, mais si on parle des autres types de dérivations que j'avais en tête, là, par contre, ça peut repartir pour un petit moment. Donc, Faut peut-être mieux se le réserver pour un épisode à part. ouais, c'est ça. On renommera l'enregistrement sur les dérivations HD et puis ça ira, je pense. Et puis on fera un autre épisode sur les autres types de dérivations plus tard. Ouais, ça me va. Bon, on peut continuer encore un peu, hein, quand même, hein. Mais du coup, sur les descripteurs, je pense qu'on peut quand même dire quelques trucs. Globalement, des descripteurs, ça va juste être une manière d'indiquer le script qu'on veut utiliser et quelles clés on va combiner ensemble. Et c'est juste que dans un descriptor, on peut spécifier une clé ou une clé étendue. Et du coup, si on met une clé étendue, on va lui indiquer avec ce qu'on appelle des wildcards, enfin des étoiles pour indiquer là où il doit mettre l'index de l'adresse qu'il veut dériver. Euh, et puis, euh, et puis du coup, il va automatiquement remplacer ça par la clé publique. Et après, lorsqu'il va avoir l'output descriptor, en fait, ça va être une manière d'écrire un script, mais qui est un peu plus user-friendly et un peu plus spécifique au script. Donc, par exemple, si on veut créer, je sais pas, un, un script hash, un witness script hash, donc un SegWit V0 script de type multisig 2 pour 2, on va écrire WSH, on ouvre une parenthèse, ensuite on écrit multi, on ouvre une parenthèse, on écrit 2, la première xpub, la deuxième xpub, et après on ferme les parenthèses, et du coup ça va nous permettre de dire le wallet est un wallet multisig 2 of 2, dont les Tu, xpubs tu des peux clés mettre, publiques, c'est ça. tu peux mettre directement du mini-script là-dedans? Alors, je pense que dans Bitcoin Core, tu vas pouvoir commencer à faire ça. Et tu vas pouvoir faire ça aussi dans le Ledger. Parce que on commence à voir apparaître les wallet policies ou des choses comme ça. Mais au début, les wallet policies, c'était que des outputs descriptors. Et je pense qu'on va doucement aller vers des descriptors qui sont en fait des mini-scripts descriptors. Donc dans Miniscript, ce que tu peux. En gros, les descriptors Miniscript, c'est exactement la même chose que les outputs descriptors pour ce qui est du même champ d'application. Mais il va y avoir des descriptors supplémentaires dans Miniscript. On peut avoir notamment on peut spécifier des probabilités d'utiliser certaines clauses ou pas, quand on a des descriptors avec des ou, des and, ou des choses comme ça, on va pouvoir spécifier d'autres choses. Et dans Miniscript, il va y avoir aussi l'ajout de marquages, les trucs V, B ou D ou des choses comme ça, qui correspondent à des fragments de code particuliers pour qu'il y ait une intercompatibilité entre les différents fragments. Il faut que ça vérifie certains codes. Euh, mais en général,
les utilisateurs, ils vont pas utiliser Miniscript directement. Ce qu'ils vont utiliser, c'est le Policy Language, donc, qui est en fait très proche des descriptors de Bitcoin Core, qui sera compilé en Miniscript. Donc en gros, ils vont ajouter les marqueurs qui vont bien sans que tu aies à le faire toi-même, quoi. Et du coup, dans les descriptors comme ça, on va remplacer là où on doit mettre les clés, on va mettre une Xpub pour dire là on doit mettre la clé dérivée de cette Xpub pour tel indice ou des choses comme ça. Et depuis que comme ça commence à être de plus en plus utilisé, il y a eu des modifications au fur et à mesure sur ces standards-là. Donc par exemple, Salvatore, c'est lui qui a été à l'origine de la possibilité de remplacer la Xpub par juste un token, un truc qui dit là il y a un Xpub qui doit aller là pour pouvoir l'afficher plus tard, simplement pour séparer les Xpub du descriptor directement. L'autre chose qu'il va y avoir, c'est que maintenant les Xpub, on peut spécifier les chaînes qu'on compte utiliser. Donc on pourra mettre un slash et on ouvre ça, c'est Sparrow, je crois, qui a fait ça. C'est tu mets un slash pour le chemin de dérivation et après tu mets un truc du genre, je crois que c'est des chevrons ouvrants et fermants et entre chevrons t'écris 0, point virgule 1 ou un truc comme ça pour dire que les adresses de réception et le change sont dérivées de la chaîne 0 et de la chaîne 1, quoi, en gros. Mais tout ça, c'est des petits formats en plus pour que ce soit bien clair au niveau du chemin de dérivation des adresses de réception et de change, quoi. Dans un descripteur, etc., etc. Enfin bon, bref. C'est pas mal complexe aussi comme sujet quand on y réfléchit. En fait, une fois que le standard il est fait, c'est simple, mais faire le standard, c'est pas facile ou pas. Ouais, je confirme les descriptors et encore ils ont fait des progrès. Enfin, il y a quand même depuis 2-3 ans, il y a quand même des progrès assez importants, mais c'est vrai que c'est pas si évident en fait. C'est assez chaud de voir comment tu mets les choses ensemble. Parce que par exemple, du coup, souvent, là, j'ai dit que tu mettais un truc à remplir avec le numéro d'index. Et par exemple, pendant très longtemps, c'était impossible d'utiliser les descriptors avec du multisignature parce que l'ordre des clés publiques est important. Et, en fait, il y a les wallets multisignatures pendant une bonne période, ils disaient on va classer les clés publiques dans un multisig par ordre alphabétique, en gros par valeur, quoi. Donc par ordre alphabétique. Dans Bitcoin Core, le descriptor se voulait générique et donc le descriptor multisignature, il disait simplement non, je mets dans la première place la clé dérivée du premier descriptor, du premier Xpub, et puis dans la deuxième place, je mets la clé dérivée du deuxième Xpub, quel que soit l'ordre alphanumérique du bazar, quoi. Et donc du coup, les multisigs de Bitcoin Core n'étaient pas compatibles avec les multisigs des autres wallets pour cette raison. Et donc du coup, ils ont sorti en genre 2020, je crois, c'était dans une release de 2020, qu'ils ont dit alors en fait on a ajouté une fonction de descripteur qui est sorted multi, qui est le multisignature, mais où les clés publiques sont classées par ordre alphabétique comme les autres wallets du coup. Donc voilà, pendant jusqu'à 2020, les portefeuilles multisig, ils n'étaient pas utilisables dans Core, quoi, juste à cause de ça. Ah, le token sorted, en fait, il vient de là. C'est ça. J'avais remarqué ça dans Core, mais je savais pas d'où ça venait exactement. D'accord, c'est pour ça. En fait. Donc en fait, c'est vraiment pas facile de combiner la dérivation des clés, surtout quand il y en a plusieurs à dériver pour un wallet, et leur combinaison dans un script à la fin. Donc voilà, il y a des fois où il faut mettre sorted et puis des fois il faut pas, parce qu'évidemment, si c'est par exemple un descripteur pour des channels Lightning, évidemment qu'il faut pas classer les clés par ordre alphanumérique, quoi. Enfin bon, bref, parce que sinon on s'y retrouve plus du coup. Enfin, bref. Donc c'est vraiment pas facile de se dire ce descriptor il fait exactement ce que je veux. C'est pas facile de faire la spécification pour que tout se passe bien, quoi. Et donc du coup, je m'étais déjà retrouvé avec le problème où j'avais créé des multisignatures sur Electrum et puis je voulais les importer sur Bitcoin Core, et puis je les importe et ça me dérive pas les mêmes adresses, quoi. Une fois sur deux, ça marchait pas, quoi. Classic shit. Voilà. Alors que j'ai les clés privées pour
pour les adresses enfin, Bitcoin Core pouvait théoriquement dériver les clés privées qui étaient nécessaires de dériver pour dépenser l'argent dans les adresses qu'il trouvait pas. Mais juste, il n'en était pas conscient, quoi. Parce que pour lui, les clés, elles étaient classées par Xpub, elles n'étaient pas classées par ordre alphanumérique, quoi. Donc voilà, c'est un sacré bousin, c'est un sacré bordel. Donc c'est pas facile à mettre en place, mais une fois que c'est mis en place, c'est assez facile à utiliser. Enfin, c'est en tout cas plus agréable à utiliser. Mais bon, faut quand même savoir un peu quels sont les problèmes. Le sorted multi, tant qu'on l'avait pas, pour moi, c'était impossible d'utiliser du multisig sur Core, quoi. Donc, c'était quand même embêtant quand on y réfléchit. Bah, il fallait utiliser les wallets multisig de Core pré-descriptor, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça Mais coûtait. c'était, Bah, ça posait d'autres c'était problèmes, quoi. impossible, quoi. Ouais, c'était impossible, hein. Parce que du coup, tu n'avais pas les Xpub, du coup, fallait faire des genres de import multi pour importer des adresses quasiment une par une, parce que c'était quasiment impossible de les faire en range. Enfin, bon, bref, c'était Ouais, non, quel mais enfer. je pense qu'on est d'accord pour dire que de façon générale, si on peut ne pas utiliser wallet de Core, c'est toujours mieux. Ce qu'on disait Ouais, juste avant, il vaut mieux avoir un Electrum server, un client compatible Electrum, un wallet compatible avec Electrum ou pas d'ailleurs. ouais, Puis c'est plus facile. et se Ouais. débrouiller comme ça. C'est plus facile en termes de dev parce que même, enfin, Bitcoin Core, ils sont vraiment nazis sur le wallet parce que le rescan, c'est vraiment pénible d'utilisation, quoi. Genre, si jamais sur Bitcoin Core, si jamais vous perdez votre base de données de wallet, mais que vous avez encore l'acide et que vous remportez l'acide, bah, du coup, comme il n'y a pas d'index d'adresse dans Bitcoin Core, et bah, du coup, il faut qu'ils rescannent la blockchain depuis le début pour vérifier que vous n'avez pas de l'argent dans certaines adresses. Super cool. Alors, t'es dur. Tu peux dire quand même C'est à dur. Bitcoin Core de rescanner à partir d'une certaine hauteur de bloc. T'es pas obligé de Oui, rescanner du Genesis. et puis il pourrait rescanner que l'UTXO7 aussi, mais du coup tu perds l'historique. Et puis bon, mais n'empêche que ça, en fait, je dis ça, mais en fait, même en donnant les bons points, ça marche pas parce que quand tu rescannes que l'UTXO7, tu peux rater des adresses à cause de la gap limit. Enfin bon, bref. Bref, c'était vraiment pénible. C'était vraiment pénible. Alors qu'un un wallet Electrum, t'as perdu ta seed, t'as perdu ton fichier wallet, bon bah c'est pas grave, t'importes la seed et en moins d'une minute, t'as retrouvé quasiment tous tes fonds, quoi. Alors que Core, bah, du coup, t'attendais des jours que ça rescanne. Voilà, c'est très agréable. Mais du coup, donc les personnes qui ont perdu des fonds il y a très longtemps et qui s'en rendent compte et qui essaient qu'on retrouvait genre le wallet.date ou qu'on retrouvait un truc qui leur permet de retrouver les clés qu'avaient les fonds, bah, du coup, même lorsqu'elles en sont là, elles doivent encore attendre genre 2 semaines que le wallet il rescanne tout l'historique. Enfin, bon, bref. C'est pas du tout stressant, non, non, vraiment. Enfin bon, bref, Surtout c'est corps assez débile, hein. si au bout de 2 semaines, il a fini de rescanner et puis ah, c'est vide. Oh, bah vite alors! Ah merde. Tu sais même pas si c'est parce que t'as des problèmes ou pas, quoi, putain. Bref, bon, c'est ça s'est bien amélioré, hein. On se rend pas compte à quel point aujourd'hui c'est quand même mieux qu'hier, hein. Ouais, en fait, je crois que notre discussion me fait me rendre compte que j'ai vraiment un PTSD avec le wallet de Core, en fait. Ah ouais, non, mais ce qui est bien, c'est que je suis arrivé au moment où il commençait à passer du stade pourri au stade abordable. Genre, quand je suis arrivé, il n'y avait pas globalement la GUI, tu pouvais te la mettre. C'était globalement une GUI toute pourrie. Tu pouvais pas batcher les paiements, tu pouvais pas faire grand-chose, tu pouvais pas faire du coin control. Enfin voilà, donc t'es là, t'es en mode OK. Et puis tu pouvais pas faire du multisig, c'était un peu difficile d'utiliser les outputs descriptors. Tu avais cette histoire des apostrophes qui faisait que c'était hyper chiant d'utiliser la ligne de commande pour pouvoir importer ses wallets, alors que c'était le seul moyen de le faire, parce que dans Bitcoin Core, il n'y a pas une jolie petite fenêtre pour dire vas-y, mets ta seed là, ou mets ton Xpub, ou je sais pas quoi. Non, non, faut le rentrer à la ligne de commande. Il n'y a que dans la ligne de commande où il y avait le truc. Et puis bon, bah après, moi j'ai vu le moment où le wallet il a commencé à avoir une GUI à peu près présentable, où on pouvait faire du coin control, on pouvait batcher des paiements, où on pouvait gérer les fees, comprendre un peu comment les fees se gèrent, même si c'est toujours un bordel parce que eux ils raisonnent en kilobytes par Satoshi ou un truc comme ça, enfin Satoshi par kilobyte, donc faut multiplier par 1000 parce que pourquoi pas.
Et puis après, il y avait les outputs descripteurs pour les multisig. Et puis après, il y a eu les descripteurs wallet qui font que c'est quand même vachement plus pratique à utiliser. Le fait aussi que les wallets, maintenant, ils ont passé sur SQLite, ils sont plus sur Berkeley DB. C'était Berkeley DB. Ouais. Et en plus de ça, c'est une certaine version de Berkeley DB. Genre, quand tu recompiles Bitcoin Core, il faut, si tu veux le recompiler avec Berkeley DB pour les vieux wallets, il faut que tu aies cette version de Berkeley DB précisément, parce que sinon ça marche pas, tu vois. Enfin bon, bref, c'était tout pourri, quoi. C'était vraiment tout pourri. Mais ça a bien progressé, du coup. Voilà. Ouais, alors Donc, s'il y a des psys qui nous écoutent, je pense que faudrait qu'on fasse une séance de groupe un jour pour c'est ça. essayer de surmonter le traumatisme des wallets de Bitcoin Core. Séance de Bitcoiner anonyme, oui. Moi, j'utilisais Bitcoin Core. Et puis un jour, j'ai eu un problème électrique et du coup, ça a corrompu mon wallet et j'ai dû rescan. Oh. Bref. Les gars, je dois vous laisser. Peut-être que je reviens après si jamais vous êtes encore là. Sinon, désolé, mais là, je dois y aller. Je crois que ça va être le moment de raccrocher parce que là, je pense qu'on peut raccrocher raccrocher. le groupe, donc je pense que ça veut dire que je crois que c'est bon là. Ok. Ouais. Bon, c'était bien cool. Merci à tous. Merci aux auditeurs d'être venus. Si vous nous écoutez sur les podcasts en rediffusion, mettez-nous des bonnes notes, des j'aime, abonnez-vous au compte, sur YouTube aussi. Et voilà, à la semaine prochaine. Merci à tous. Merci à tous. Bye bye. Salut tout le monde. Épisode Bonne 3 soirée. RGB ou autre. Ouais, Pardon sûrement RGB, ouais. Si on trouve pas un autre sujet, on fera RGB. Ah non, c'est sujet libre. Ah bah oui, Ah oui. c'est vrai. Ouais. Ah oui. Bah, parfait. Et voilà. Sujet libre. Sujet Venez libre avec la vos semaine questions. prochaine. Allez. Ça sera posez quoi, vos mardi questions, ou jeudi? surtout. Et du coup, on fera. Bah non, on a déplacé le meet-up au jeudi. Donc maintenant, on peut le faire le mercredi. Ah ouais, mais nous, Ah oui, merde. ailleurs, non. Merde, c'est encore moins l'arrangeant. Ok, bon, on le fera le mardi alors. Ouais, mardi à la limite. Bon, après, vous pouvez le faire mercredi, il y aura que moi qui serai pas là. Ouais, parce que je vais au meet-up avec Fafa. Ça roule. Bon, Yes. Voici en mardi alors. Ou vendredi à Ouais. la limite. on verra. Regardez verra sur ça. Twitter, on l'annoncera. Ça marche. Bonne soirée. Salut tout le monde. Merci à bonne tous. soirée. Ciao, ciao. Bonne nuit. Ça. Et bonne nuit. Bisous. Merci d'avoir écouté notre podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux et nous mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée, ça nous aide énormément. Ceci était une production Découvre Bitcoin, je vous retrouve très bientôt sur les réseaux. Merci à vous et n'oubliez pas de le partager grandement. Salut!